Donc du coup, c'est à moi de me présenter. Alors moi, je Mmh. m'appelle Lucie, j'ai 26 ans et je suis plus connue sous le nom, Anda Yaka. Donc moi, en fait, depuis toute petite, je lis énormément de romans, plus dans la fantasy. Hem, j'ai commencé à écrire, par des poèmes quand j'étais au collège, parce que j'avais besoin de m'évader et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à écrire des histoires, des petites nouvelles et j'ai commencé à les partager seulement il y a 2 ans sur les réseaux sociaux uniquement. Donc je mets que des petites parties de texte. Je n'ai pas encore tout dévoilé, donc je ne suis pas publiée, rien du tout, mais voilà, en gros, je fais rapide, hein. D'accord. Et quelle donc a été votre source d'inspiration pour votre univers? Alors moi, je viens de parler du jeu World of Warcraft, WoW, qui a tenu une grande place, mais pas seulement. J'ai aussi été réellement inspiré et mon imaginaire a réellement été aussi façonné par des œuvres majeures comme Le Seigneur des Anneaux ou encore Shannara de Terry Brooks. Il faut aussi réellement penser au théâtre qui a réellement tenu une grande place dans mon parcours et notamment dans l'écriture des dialogues et aussi dans toute la psychologie des personnages qu'on retrouve dans mes textes. Mon livre est un roman d'heroic fantasy, mais pas seulement parce qu'il me tenait à cœur d'aller plus loin. J'ai toujours aimé vibrer, sourire, même pleurer pour mes personnages. Et je voulais en faire de même pour mon livre, c'est-à-dire toucher. Et c'est pour cela aussi qu'il se classe dans la catégorie romance. Et ça a été une véritable source d'inspiration aussi. Tu mute, Chloé. Merci. J'ai plusieurs sources d'inspiration. Alors, par exemple, là, pour le manuscrit de Medieval Fantasy que j'ai envoyé récemment à des éditeurs, voilà, donc je croise les doigts pour que ce soit édité dans les années futures. Plusieurs sources d'inspiration avec tous les auteurs d'heroic fantasy ou de fantasy médiévale que je lis. Voilà, tout simplement, toutes les séries télé aussi. Par exemple, The Witcher en tête et là, le dernier coup de cœur dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que j'essaye de prendre tout ce qui m'entoure, tout ce qui est familial, tous les livres, tous les films, tous les jeux vidéo. Voilà, donc j'ai de la chance de plonger dans plein d'univers à chaque fois différents, ce qui m'inspire beaucoup. Et dans les nouvelles que j'ai écrites, là, actuellement, là, il y en a 24 de publiées, elles sont vraiment toutes différentes en fait, car ça me plaît aussi de me challenger sur des genres différents. Là, j'ai pu écrire du post-apo très, très sombre, très, 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 très violent, d'une histoire d'amour juste dans un univers plutôt doux, calme, en fantasy par exemple, de l'imaginaire, du fantastique, de l'urban fantasy, du steampunk. Donc voilà, moi j'aime me diversifier. C'est pas évident, c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est mon petit défi perso. Voilà, c'est parce que je lis beaucoup d'auteurs différents. J'ai envie que tout soit intégré. Voilà. En plus, actuellement, là, j'essaye d'écrire un roman pour ados de fantasy, dans lequel je mélange le post-apo, l'antique, de l'antiquité grecque et le médiéval fantastique. Donc c'est vrai que voilà, moi je m'amuse à varier pour voir ce que ça donne. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc voilà. Alors moi, bah, évidemment, c'est surtout Tolkien parce que je réalise en fait un original character, donc un personnage inventé dans un monde et du coup, je réalise aussi ses costumes parce que je suis avant tout couturière, styliste même. Donc je dois faire énormément de recherches et pour ça, les inspirations sont multiples, hein, mais ça peut aller en fait du point de vue cinématographique, donc évidemment avec Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, voilà, mais aussi littéraire avec Drizzt, les Chevaliers d'Émeraude qui sont vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. Mais aussi, j'aime beaucoup m'inspirer de tout ce qui est folklore et mythologie. Et que ce soit en fait dans la création de costumes que dans la mise en scène scénaristique que j'écris pour les mettre en avant. Et avant toute chose, je pense que ça a été aussi les fêtes médiévales autour de moi parce que depuis que je suis toute petite, ma mère m'emmène aux fêtes médiévales qui se passent autour de notre région et tous les ans, malheureusement pas cette année, mais tous les ans on y va et c'est toujours un grand plaisir de s'émerveiller ou d'avoir peur selon les costumes qu'il peut y avoir.
D'accord. Donc des univers variés pour chacun d'entre vous. Parmi ces univers, est-ce qu'il y a vraiment un élément qui vous a donné envie d'écrire, un élément déclencheur qui a fait ce côté passionné dans votre univers particulier à chacun? Alors Mais moi, je dirais LR, deux t'as pas choses. donné tes sources d'inspiration, toi? Si, Ah, si. redis, j'ai pas entendu. J'ai parlé du théâtre, j'ai parlé de Shannara, du Seigneur des Anneaux, Ah oui, j'ai voilà, parlé oui. de mon désir de romance par rapport aux sentiments humains et tout ça. Et je dirais par rapport à vraiment ce qui m'a amené à écrire dans la fantasy, il y avait deux choses. Donc l'envie de relier tout ce qui a construit mon existence, c'est-à-dire le théâtre, l'humain, l'imaginaire, et le tout dans une même histoire. Et aussi, j'avais énormément envie de parler des héros et des sacrifices qui façonnent leurs existences. Il y a une phrase que j'adore qui est être un héros, est-ce savoir renoncer à tout, jusqu'à l'amour même, ou au contraire, est-ce avoir la force de ne renoncer à rien jusqu'à ses sentiments? Et quoi mieux que la fantaisie pour justement parler des héros et de leurs sacrifices? C'est vrai que moi je rejoins un petit peu, là, Pascal là-dessus et en plus, ce qui compte pour moi, c'est ce que certains romans m'ont fait ressentir. Ils m'ont donné force et courage de supporter le quotidien, parfois pas évident. Voilà, je pense par exemple à un livre, qui me reste en mémoire, qui m'a énormément marqué, c'est La foi des réprouvés, c'est le tome 6 de L'épée de vérité de Terry Goodkin, qui part de Mm. l'art et de la beauté de la vie dans un univers très, très sombre où tout est contrôlé, tout est surveillé, donc ça m'a fait aussi réagir. Et c'est ce que j'aimerais, moi, donner au lecteur, de la force, de la détermination, des figures fortes sur lesquelles s'identifier, mais aussi voilà, de l'évasion du rêve, pour tout simplement être heureux, reprendre espoir pour tout en fait ce qui nous anime et nous donner envie de poursuivre nos rêves. Et bah du coup, moi je vous rejoins aussi tous les deux parce que je pense que là-dedans on a un peu la même philosophie. Moi c'est vrai que j'ai voulu aussi rejoindre un peu toutes mes passions, justement pour la rêverie en fait. Et j'ai eu déjà des retours comme ça où mes amis en fait me disaient c'est ma petite histoire du soir, c'est le petit moment où je rêve avec ton personnage, avec tes écrits, avec tes costumes. Donc je pense que déjà c'est un bon début, on va dire. Et, et vraiment faire ressentir ce genre de choses, je pense que même nous, ça nous rassure et ça nous amène aussi dans le rêve. On continue en fait, on continue de rêver. D'accord, d'accord. Et par exemple, quand vous avez un manque d'inspiration ou une page blanche, qu'est-ce qui fait que vous arrivez à garder cette motivation et à surmonter donc votre manque d'inspiration? Ah, ça, c'est très difficile comme question. Je dirais vraiment ce qui me pousse à aller écrire dans la fantasy, c'est la liberté. Parce que c'est ça que ça représente pour moi, la fantasy, c'est la liberté. La liberté de créer et briser les barrières du monde dans lequel on vit. Et je dirais en fait que écrire de la fantasy, c'est vivre plus. Et c'est vraiment ça qui va me motiver encore plus que tout le reste. Voilà. Ce qui me motive du coup quand je manque d'inspiration, c'est de me dire que j'ai vraiment envie d'arriver au bout de mon message. En fait, voilà, effectivement, dans les univers même imaginaires, on en profite souvent pour dépeindre un peu notre société, la critiquer de manière subtile. Et c'est aussi ça qui m'anime. Voilà, je veux donner, certes, force, détermination, rêve et évasion, mais aussi donner un peu mon message et ma vision du monde. Et donc, c'est vrai que je sais que je la partage déjà avec des proches, de la famille, et j'aimerais la partager avec le plus grand nombre. Et c'est aussi ça qui m'anime, voilà, partager de l'amour, du rêve, des questionnements et de la réflexion. Bah, du coup, je vous rejoins tous les deux, hein. C'est vrai que, encore une fois, non, mais c'est vrai que c'est vraiment, moi je le ressens vraiment, c'est vraiment la liberté. On n'a pas de barrière en fait dans ce qu'on écrit. On est libre d'écrire ce que l'on souhaite. On est libre de transmettre nos messages. On est vraiment, bah,
voilà, on peut voyager avec nos lecteurs, on peut voyager nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, bah, on ne peut faire que dans l'écriture. Donc, enfin, moi, je trouve que, surtout actuellement, on ne peut le faire que dans l'écriture. Voilà. Hmm. D'accord. Du coup, beaucoup de possibilités, des univers qui peuvent être très très étendus et très diversifiés. Mais y a-t-il des thèmes récurrents que vous aimez aborder ou des thèmes qui vont revenir dans vos écrits régulièrement? Alors moi, je dirais, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est les héros et leurs sacrifices qui les entourent, l'existence en général, la magie aussi, parce que bah, c'est exactement comme ce qu'on vient de dire, elle permet facilement de briser les barrières du monde réel et justement de créer l'imagination, l'imaginaire et d'aller découvrir des mondes et, comme disait Chloé, de parler en fait de notre monde à nous, de le critiquer par exemple, mais avec des métaphores et dans d'autres domaines grâce à la magie. C'est un petit peu la même chose, effectivement. Moi, j'ai cette vision qui revient, on va dire, fréquemment. Alors, surtout dans des univers étrangement de science-fiction, c'est ce qui m'inspire le plus. Voilà, j'ai tendance très rapidement à critiquer les technologies sophistiquées, les lobbies, etc., dans plutôt ce genre d'univers. Alors que dans l'imaginaire, je vais plutôt avoir comme thème récurrent l'évasion, la magie et ce que l'on a à l'intérieur, tout ce qui est complexe, le fait que l'on ne s'accepte pas forcément, le fait de nous freiner, de ne pas accepter un bonheur qui paraît simple, voilà, tous les besoins matériaux ou spirituaux que l'on peut avoir. Donc ça dépend un peu de ces univers, mais en tout cas, on va dire le point central de tout, c'est que je parle voilà, surtout de ce qui nous motive dans la vie, en fait. Alors moi, de base, c'est l'elfique, hein, voilà. Le thème récurrent, l'elfique. On ne pourra pas le changer. Après, c'est vrai que c'est plus dans le spirituel, ou alors il y a vraiment de la tristesse. En fait, j'essaye de varier énormément. Parce que de toute façon, Anda Yaka, c'est un miroir de moi-même, donc c'est vraiment on dirait une autobiographie, mais dans le sens magie, elfique, etc. Donc, c'est tout ce qu'on peut ressentir durant une vie, tout ce qu'il peut y avoir durant une vie. Donc, j'essaye en fait de montrer un peu toutes ces émotions. Voilà, ce qu'on a dans voilà mes thèmes. Voilà. D'accord. Et donc, bon, vous avez présenté vos univers, vous avez présenté ce qui vous a amené donc à en arriver là. Mais votre style d'écriture, en fait, est-il inspiré donc d'un style qui vous a bercé, je dirais, quand vous étiez plus jeune, ou est-ce que vous avez développé votre propre style au fur et à mesure des écrits? Alors, moi, j'écris à la troisième personne, beaucoup de narration, principalement toujours au passé, c'est-à-dire passé simple, imparfait, et beaucoup de dialogues. Donc, eux, par contre, sont présents. Et par rapport aux inspirations, je dirais qu'au début, quand on écrit forcément en fonction de ce qu'on a lu avant, parce que c'est comme ça qu'on imagine du coup l'écriture et qu'on la voit. Et petit à petit, en avançant dans l'écriture, on va développer notre propre style, nos propres figures de style et vraiment ce qu'on aime. Mais c'est vrai qu'au début, on est obligé de s'inspirer. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je dirais il y a 15-20 ans, juste avant, j'avais lu Seconde Fondation d'Isaac Asimov. Et effectivement, son style est un style avec des phrases plutôt longues, lourdes, avec beaucoup de participes présents, de en à la fin des phrases. Et ça avait influencé effectivement mes premiers écrits. Quand je les relis maintenant, je retrouve le style d'Asimov à l'époque dans la construction des phrases, qui n'est plus du tout mon style maintenant. Alors effectivement, au début, moi, j'ai pas cherché à avoir forcément de style ou de manière d'écrire. Je pense que c'est un petit peu, voilà, comme ce qu'il vient de dire, c'est que bah, quand on lit beaucoup, sans s'en rendre compte, on écrit un petit peu comme ce qu'on vient de lire, hein, finalement. Et en fait, c'est avec le temps, avec les corrections que l'on m'a faites, j'ai eu de la chance d'avoir des éditeurs, voilà, grâce à des appels à texte ou des concours que j'ai gagnés qui m'ont corrigé, qui m'ont apporté énormément d'idées, de commentaires, de suggestions. Donc j'ai pu beaucoup m'améliorer et aussi comprendre exactement ce que je voulais faire en termes de phrases.
Voilà, moi j'aime beaucoup les rythmes des phrases. Alors, je suis musicienne, donc peut-être que ça se ressent dans beaucoup de textes. D'ailleurs, je mets en scène beaucoup d'instruments de musique. Et c'est que j'aime quand je me relis ou quand je lis à l'oral qu'il y ait parfois, pour certains textes, voilà, ça dépend aussi du thème effectivement abordé, plus la magie. Faut qu'il y ait un peu de rythme, parfois même des rimes croisées. Voilà, ça me plaît, donc c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt, on va dire, mon style dans des univers imaginaires, fantastiques, fantasy. Mais voilà, moi, ce que j'aime, voilà, comme je disais au début, c'est que j'aime varier. Donc souvent, moi, j'écris à la troisième personne, mais aussi à la première personne. J'essaye de m'imprégner du personnage. Donc il peut m'arriver de parler de manière très crue si le personnage est comme ça, d'être très incisive, très sarcastique, cynique. Donc ça dépend vraiment en fait des univers. Voilà, dans des univers cyberpunk, je vais avoir la tendance à des phrases très courtes, très noires, très sombres, avec beaucoup de réflexions sur l'humanité et ce qui motive les personnes dans ce genre d'univers. Alors que dans la magie, je vais être plus dans des phrases un peu longues, qui riment parfois, qui sont poétiques, musicales, et qui, par contre, quand il y a de l'action, là, j'aime rester courte, voilà, concise, pour que ça donne du rythme, en fait. Donc beaucoup de variations, parce que voilà, j'aime créer aussi ce style. Donc je ne sais pas si j'ai un style particulier, en tout cas, voilà, j'aime me donner des petits défis comme ça. Alors, moi, j'ai pas vraiment de style particulier. J'écris un petit peu comme bon me semble, bah, pareil que, alors, en fonction des lectures de la vie courante, hein, parce que je continue de lire, de lire, de lire. Donc, après, quand même, j'ai ma petite préférence. Donc, déjà, j'écris, vu que Andayaka, c'est moi-même, j'écris souvent à la première personne, parfois à la troisième, selon le point de vue. Mais sinon, vu que j'écris surtout des one-shots, donc c'est des petits textes, je suis plus dans l'action scénarisée qu'autre chose en fait. Donc ça, c'est ce qui me plaît, c'est vraiment des moments d'action euh, qui peuvent être assez fluides. Donc voilà, je suis plus dans ce thème-là, dans cette écriture. Euh, Je pense que ça va évoluer avec le temps, à force d'écrire, parce que ça fait pas non plus très longtemps que je me suis mis à faire ces petits one-shots, ça ne fait que 2 ans. Donc, donc on va évoluer au fur et à mesure. D'accord. Et donc, dans chacun de vos univers ou chacune de vos œuvres, est-ce qu'il y a des personnages que vous aimez mettre en avant, des personnages fétiches qui vous ressemblent ou qui auraient des points communs ou divergents avec votre personnalité, par exemple? Alors, moi, il y a deux personnages principaux dans mon roman qui sont Aléane et Silias. Il y a Aléane qui est une guerrière prête à tous les sacrifices. Elle est ancrée dans le monde de la magie depuis son enfance et elle est entourée de mystères. Et je dirais qu'elle est plutôt désabusée en fait. Et plus on avance dans l'histoire, plus elle va devenir sombre. Et à côté de ça, il y a Silias qu'elle rencontre au début du roman, qui lui est un jeune homme courageux, impulsif, guidé par sa foi en l'avenir. Mais par contre, à l'inverse d'Aliane, lui, il redoute tout ce qui touche à la magie, de loin ou de près. Et sa rencontre avec elle, avec Aliane, est intéressante parce que du coup, il va être obligé d'aller à l'encontre de toutes ses convictions et de tout ce qui a formé son existence, en fait. Et du coup, j'ai trouvé très intéressant d'avoir ces deux personnages vraiment différents et qui étaient vraiment opposés sur un même point et qui étaient obligés d'aller en avant ensemble. J'ai écrit aussi un personnage qui s'appelle Darek, qui est un nain, un peu comme on les imagine dans Tolkien, bourru, drôle. C'est un personnage qui se trouve toujours là où il ne devrait pas être et qui va toujours ramasser le coup qui n'était pas pour lui. Et ça me permet en fait, surtout ce personnage plutôt drôle et décalé, de dédramatiser les situations. Quand il y a une situation plutôt difficile, où il va y avoir des morts ou des choses comme ça, lui va toujours ramener un côté un peu plus léger et un ton plus drôle à certains moments. Et j'ai aussi un personnage que j'aime beaucoup, et c'est le dernier dont je parlerai, c'est Eranith, c'est le roi des elfes, qui au début apparaît dans mon roman comme quelqu'un, c'est un elfe de vraiment, enfin, surhumain, et on le voit vraiment comme quelqu'un d'inabordable. Et plus il avance en fait dans le livre, et plus on le découvre petit à petit, et plus il devient fragile, et on voit apparaître des fêlures dans son personnage, et plus il devient humain en fait.
Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le faire évoluer la vision qu'on avait de lui par rapport au départ. Moi, je dirais que dans tous mes personnages chez Indéniable, il y a forcément une petite part, même infime, un pourcentage voilà, très varié de moi-même. Sinon, je ne me sentirais pas, on va dire, la force de les incarner quand je les imagine. Et ils sont très variés. Voilà, j'aime bien aussi faire des extrêmes. Donc, dans certaines nouvelles, vous avez la femme très forte et à l'inverse, l'homme plutôt un peu torturé. Dans d'autres cas, c'est complètement l'inverse. Dans d'autres cas encore, notamment dans des univers médiéval fantasy, vous avez toujours la guerrière ou le guerrier. Donc voilà, j'essaie de faire tous les personnages qui me passent par la tête en fait et qui diversifient l'univers, notamment dans le manuscrit que j'ai envoyé récemment. J'ai une dizaine de personnages avec des femmes plus ou moins fortes, des hommes torturés ou alors très forts, ancrés sur le pouvoir, sur la puissance ou tout au contraire sur la bienveillance ou sur la musique. Donc voilà, j'ai énormément de personnalité. Je pense que c'est tout ce qui circule en moi, voilà, qui veut sortir pour un personnage précis. Et c'est ce qui me plaît aussi. Voilà, imaginer des personnages, mine de rien, complexes, qui ne soient pas manichéens, voilà, qui ont énormément à prouver, qui commencent effectivement dans un état, puis qui évoluent toujours plus ou moins considérablement selon les histoires, et qui ont en tout cas, je l'espère, toujours quelque chose à apporter pour que tout le monde s'y attache au moins un petit peu. Alors moi, c'est assez rapide parce que je n'ai qu'un seul personnage. Donc, en fait, ce personnage, c'est tout moi. Donc, comme je l'avais expliqué juste avant, c'est moi mes versions elfiques, c'est mon alter ego. Donc, du coup, ce personnage, je ne peux pas vraiment le comparer pour le moment, parce que du coup, je vais surtout parler en fait des soucis, des problèmes que j'ai eu durant mon enfance, que j'ai forcément encore, ou que je combats. Donc en fait, il y aura des moments où ça sera plus dans la tristesse, il y a des moments où on est plus dans le combat de soi, ou au contraire vraiment dans la guerrière pure et dure. Donc elle varie en fait, elle a son changement, son évolution au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je ne peux pas vraiment trop en dire plus parce que sinon ça serait spoiler mon personnage qui n'est pas réellement sorti. Donc D'accord. Et donc, durant vos différentes phases d'écriture pour vos nouvelles, vos romans et votre univers, j'ai envie de dire, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des difficultés à ce niveau-là? Alors moi, je dirais principalement le temps. Pour écrire, j'ai besoin de temps consécutif en fait d'écriture, et quand on a un second travail, une femme, des enfants, en fait, les nuits deviennent réellement très vite beaucoup trop courtes. J'écris donc principalement la nuit par phase de 2 heures à peu près. Et ce qui est vraiment difficile du coup, c'est qu'il faut se replonger tous les jours très rapidement dans son univers, et, euh, et recommencer à écrire, recommencer son histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile qui demande un réel apprentissage, parce qu'il faut se concentrer très vite et replonger en relisant juste 2, 3 lignes. Et ça, c'est une réelle difficulté quand on n'a pas énormément de temps consécutif d'écriture et qu'on est obligé de s'arrêter d'un seul coup parce que il faut partir au travail ou il faut réveiller ses enfants. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de difficile, mais ça nécessite un apprentissage, et après, ça devient vraiment plus simple en fait avec les années. Donc oui, pareil, le temps, ça, je pense qu'on est tous là-dedans. C'est compliqué. Moi aussi, j'ai un deuxième métier. Voilà, plein de choses à gérer, donc c'est compliqué. Je dirais qu'une autre difficulté que j'ai, c'est aussi de savoir jusqu'où je vais dans les écritures, dans les récits. Il y a des fois où, quand on a beaucoup d'inspiration, on a envie d'écrire trop, beaucoup trop, on va trop loin. On écrit peut-être trop de détails, trop d'informations, trop d'actions. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai du mal parfois à savoir où est-ce que je dois m'arrêter pour pas non plus saouler le lecteur, hein. Donner trop d'informations sur les pensées des personnages, souvent, ce n'est pas forcément très apprécié, puis ça laisse un peu moins de part à l'imagination. Donc voilà, savoir jusqu'où il faut aller, savoir aussi quel public on vise. Ça, c'était ma difficulté, notamment pour un roman de médiéval fantasy.
Voilà, parce que notamment dans ce genre d'univers-là, on ne peut, enfin, vous inventez tout de A à Z. Alors, est-ce qu'il faut tout mettre toutes les informations dès les 10 premiers chapitres? Est-ce qu'il faut distiller tout ça sur plusieurs tomes, sur une vingtaine de chapitres? Est-ce qu'on va perdre les lecteurs? Est-ce que si c'est un lecteur novice, un jeune lecteur qui rentre dans l'univers de la medieval fantasy, est-ce qu'on va le perdre d'emblée? Donc c'est vrai que ça, c'est très dur et c'est un peu pareil pour tout ce qui est science-fiction quand vous inventez un futur. Voilà, c'est trouver la quantité d'informations à mettre, quand la mettre, rester plutôt quand même léger pour que la lecture soit agréable aussi, car on veut quand même fournir du rêve et pas amasser le plus d'informations possible pour notre plaisir de montrer qu'on a créé un univers exceptionnel depuis 10 ans, qu'il est avec une encyclopédie de 50 000 pages. C'est vraiment pas le but. Donc ça, c'est vrai que savoir quoi mettre, comment le mettre, c'est plutôt difficile. C'est aussi un travail, grâce à des bêta-lecteurs ou à des lectures de famille, de compagnons. Voilà, j'ai pu évoluer au fur et à mesure des années, savoir ce qui était intéressant de mettre ou pas. Donc voilà, gérer son temps, gérer aussi toutes les idées qui traversent notre cerveau, ça c'est très compliqué parfois. Voilà, il faut savoir faire le tri et ne pas trop embourber le lecteur. Et bien du coup, je les rejoins encore au niveau du temps, parce qu'effectivement, on a tous une autre vie à côté. Moi, j'ai mon entreprise de costumes médiéval fantasy et fantastique. Donc c'est vrai que c'est mon activité principale, donc l'écriture passe après, voire pas du tout. Il y a des moments, par exemple, actuellement, je suis pas du tout en phase d'écriture, je suis plus en phase de création. Donc on va dire que j'essaye de me prendre, de gérer mon temps, me prenant une semaine par mois pour écrire. Malheureusement, ce mois-ci, ça n'a pas été possible. À côté, eh bien, le problème, c'est que l'inspiration vient un petit peu tous les jours, à certains moments pas forcément agréables, disons des fois pendant la nuit. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours un petit carnet avec moi ou mon téléphone, le bloc-notes. En fait, j'en écris partout. J'écris partout des petites idées qui viennent. Alors, comme le dit Chloé, il faut faire le tri énormément. Parce que malheureusement, avec trop d'idées, on ne sait pas où les placer. Et moi, je sais que j'ai des idées à l'appel qui ne sont toujours pas publiées. Donc, voilà. Coupe le micro, s'il te plaît. Merci. Voilà. Après, voilà, mis à part le syndrome de la page blanche ou alors le manque de temps, il n'y a pas forcément plus de difficultés pour le moment, étant donné que je ne suis pas vraiment à fond là-dedans non plus. Comme je dis, je ne suis pas publiée. Je compte mettre mes écrits soit sur Wattpad, soit sur... bah, du coup, Chloé m'a donné un autre site qui est plus français. Donc, on va tester déjà là-dessus avant de voir un peu plus les difficultés. Ok. Et donc, niveau communication, donc, pour mettre en avant vos œuvres, vous êtes plutôt réseaux sociaux ou une autre façon? Alors là, pour moi, je pense avoir essayé beaucoup de choses et être un petit peu de partout. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce roman, je ne savais pas jusqu'où j'allais aller. Et plus j'avançais dans l'écriture, plus il m'apparaissait évident que je ne voulais pas que mes personnages soient seulement de l'encre noire sur une page, mais je voulais leur donner une réelle existence visuelle. Du coup, mon goût pour le cosplay et pour le graphisme, que je n'ai jamais caché, m'ont décidé. Et du coup, on a commencé à créer des personnages, déjà par l'imaginaire, mais aussi on a cherché des costumes, des comédiens, etc. On a fait un shooting. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'heures de travail en graphisme pour justement créer tous les personnages de mon livre et me permettre d'avoir en fait du contenu publicitaire et du contenu à diffuser. Après, comme un pas en entraîne l'autre, j'ai créé 3 teasers, je me suis mis à l'infographie et un site professionnel, Internet. Ça, c'est sur le côté création, ça m'a permis d'avoir du contenu pour publier sur les sites, donc Facebook, Instagram, Pinterest, sur lesquels je suis. J'ai aussi contacté pas mal de chroniqueurs et il y en a beaucoup qui m'ont aussi contacté, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou via Simplement Pro, par exemple.
Pour les youtubeurs, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'en ai aussi qui ont fait des chroniques sur moi et qui vont encore en faire, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal au niveau communication. Je fais partie de beaucoup de groupes de lecture qui me permet aussi de partager et ce que je lis, mais aussi des retours sur mon livre ou des sortes de petites publicités par rapport à des textes ou des images. Et pour le côté plus matériel, j'ai aussi démarché beaucoup de librairies. Parce qu'il faut savoir que c'est très compliqué le monde de l'édition. Comme le disait Chloé tout à l'heure, on ne sait pas si on va pouvoir en vivre et c'est vraiment quelque chose de très difficile. Alors si on est dans une grande maison d'édition, il n'y a pas de problème, mais une grande maison d'édition, c'est-à-dire une très grande maison d'édition. Mais pour les maisons d'édition petites, voire moyennes, si on ne fait pas partie du catalogue Hachette officiel et que notre livre, les invendus ne peuvent pas être rendus, les libraires n'ont pas envie de l'acheter parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque. Donc, il faut démarcher chaque librairie et aller les convaincre. Effectivement, notre livre est plutôt bien, mais il faut le faire physiquement, réellement. Donc, c'est assez compliqué. Il faut avoir des gens qui veulent bien nous aider. C'est vraiment un travail titanesque. Et il faut réaliser aussi qu'il y a une réelle difficulté, c'est la visibilité aussi sur Facebook. Parce que être sur Facebook, dans des groupes de lecture et autres, c'est très bien, mais il y a énormément d'auteurs, énormément de concurrence. Et il est très très difficile vraiment de gagner en visibilité. Et sur des sites comme Amazon, la Fnac ou autres, c'est même encore pire parce que les algorithmes et les moteurs de recherche en fait mettent en avant les personnes qui vont payer pour la publicité ou qui vont payer pour être en haut des recherches dans ces algorithmes, c'est-à-dire les grandes maisons d'édition ou certaines personnes auto-éditées. Et nous, en tant que, par exemple, enfin je parle pour moi, mais en tant qu'auteur dans une maison d'édition moyenne, eh bien, on n'a pas accès à ça et du coup, on a des problèmes de visibilité qui sont vraiment gigantesques et c'est difficile. Alors, c'est vrai que je le rejoins. Moi, j'ai été éditée là dans une moyenne maison d'édition qui est le Lys Bleu. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu aussi à nous, en tant qu'auteurs, de faire notre promotion, mine de rien, par rapport à Mm. d'autres très grandes maisons d'édition qui font un peu tout pour vous quand ça se passe bien. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai été publiée en octobre. Donc, depuis, je suis dans plein de groupes Facebook dans lesquels j'étais déjà avant en tant que lectrice. Donc, c'est vrai que j'essaye de faire ma publicité dans tous ces groupes. Sur mes pages personnelles, j'ai une page auteur, par exemple, Chloé Garcia-auteur, une page plutôt personnelle, mais qui est plutôt ouverte à beaucoup de domaines d'activité. Instagram. J'ai également envoyé des romans, du coup, enfin, les recueils, en partenariat à des services presse, donc à des chroniqueurs, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram ou sur blog. Donc ça demande aussi, mine de rien, un investissement du côté de l'auteur, hein, puisqu'il doit envoyer en général ses ouvrages à titre gratuit en échange d'un service, ou parfois avec peut-être juste le paiement des frais de port, ce genre de choses. C'est pas forcément évident, voilà, à des chroniqueurs de payer pour tous les ouvrages qu'ils chroniquent. Voilà, moi je suis moi-même chroniqueuse, donc c'est vrai que sur les blogs sur lesquels je chronique, c'est un peu comme ça que ça marche en fait, hein. On demande aux maisons d'édition, à certains auteurs, un envoi gratuit contre des interviews, contre des papiers, donc c'est pas évident. Forcément, voilà, vous n'en vivez pas de droit d'auteur, pas d'achat, etc. Mais on espère forcément une visibilité meilleure et des mots aussi et des ressentis bienveillants. De même, effectivement, là, petit à petit, malheureusement, avec le confinement, j'ai pas du tout pu faire ça, mais je projette très rapidement d'aller voir toutes les librairies de ma ville, des villes alentours, Fnac, Cultura, voilà, d'essayer de les convaincre de faire peut-être une séance de dédicace, d'avoir pourquoi pas quelques livres dans leur réserve. Donc voilà, je sais que ça va être un travail un peu de commercial, parce qu'en tant qu'auteur, en fait, on a un peu Micro, s'il vous un peu plaît. voilà. Il faut être un peu tous les métiers, même si on est publié à compte d'éditeur, il faut faire du marketing, il faut être son propre coach, faut aller démarcher les personnes, les convaincre, car c'est très très dur, beaucoup trop d'auteurs en fait aujourd'hui. Et donc pareil, moi après, avec tous mes amis, ma famille, même là où je travaille, je n'hésite pas à en parler, à dire ce que je fais. C'est très dur forcément, mais voilà, il faut y croire en fait, hein. C'est ça, je dirais, le plus dur chez un auteur qui n'a aucune visibilité, c'est qu'il faut qu'il croit en son œuvre, qu'il croit en ce qu'il peut faire et qu'il croit en ses rêves surtout, voilà, pour y arriver. Après moi, à côté, j'essaye de faire plein de concours et d'appels à texte de nouvelles aussi pour déjà avoir une visibilité sur les sites de tous ces, de toutes ces organisations qui du coup s'occupent de la mise en place et de la visibilité. Voilà, parfois, ça peut être intéressant, mais bon, ça demande du temps. Donc voilà, c'est beaucoup d'énergie, en fait, dans un monde où finalement, quand on voit les statistiques, les gens lisent de moins en moins.
Voilà. Les gens lisent de plus en plus du numérique aussi, donc c'est pas évident de vendre en boutique. Voilà, car c'est un peu plus cher effectivement qu'un e-book, etc. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu plein de bâtons dans les roues à notre époque, mine de rien, pour amener les gens à lire et à acheter des livres. Mais en parallèle de ça, voilà, il y a plein de sagas qui marchent du tonnerre. Donc il faut y croire, être patient et croiser les doigts, faire ce qu'on peut, faire notre maximum. Voilà, c'est ce que je conseillerais en tout cas à des auteurs qui veulent s'essayer aujourd'hui. C'est tant pis, il faut se donner à fond. Voilà. Moi, je rajouterais juste une petite chose. Comme tu disais, que les gens lisent de moins en moins, et ça malheureusement c'est vrai, et on en est tous témoins. Mais je dirais qu'en fantasy, par contre, c'est un petit peu l'inverse, parce que jusque-là, on était la cinquième roue du carrosse dans le monde de la littérature, et voilà. Mais les gens ont de plus en plus besoin et envie de rêver. Le Covid y est aussi pour quelque chose. Et j'ai vraiment l'impression, autour de moi et dans tout ce que je vois, que les gens se tournent de plus en plus vers la littérature de l'imaginaire et la fantaisie, entre autres. Alors c'est vrai, oui, effectivement. En plus, tu fais bien de le dire, c'est qu'à une époque, c'était très mal vu un d'écrire de la fantaisie. On ne vous considérait même pas comme un vrai Oh là, écrivain de toute manière. N'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux séries, je pense aux films, aux jeux vidéo, je pense, moi, The Witcher, j'avais beaucoup aimé. Vous avez plein d'autres exemples dans ce style-là, les Chroniques de Shannara aussi en série, etc., qui attirent énormément de fans, Game of Thrones en tête, évidemment. Voilà, donc c'est vrai que tant mieux, ça attire de plus en plus de monde aussi de plus en plus de novices, et effectivement, avec le Covid, on a envie de rêver. Oui, alors pour la communication, moi pour l'instant, je suis uniquement sur Facebook. Donc j'ai 2 pages Facebook. J'ai une page pour mes créations et une page pour mes mises en scène avec mes petits textes, parce que du coup je suis modèle photo aussi. Et donc j'incarne mon personnage pour mettre mes créations en scène et donc j'incorpore des textes ensuite. Aussi, je suis sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai un autre public au final que Facebook, tout simplement parce que c'est un public plutôt anglophone qui me suit. Donc j'ai dû en fait faire un peu plus d'efforts pour écrire mes textes en anglais, malgré qu'il y a la traduction sur Instagram. Mais pour éviter, pour que ce soit plus facile pour eux, j'ai préféré en fait poster en français et en anglais mes textes. Voilà, principalement parce que niveau stratégie de communication, pour le moment, je n'en fais pas plus que ça. Euh, je pense qu'après, sur mon site internet qui est en construction pour mes créations, en fait, je ferai un petit endroit blog où je posterai quelques one-shots. Mais pour le moment, ce sera tout. D'accord. Et donc, à part ces soucis au niveau des maisons d'édition ou des libraires, y a-t-il des soucis qui seraient un peu plus récurrents dans la vie d'un auteur, qui seraient un peu plus gênants, on va dire? Euh, réellement, il y avait le temps d'écriture dont on a parlé, qui est vraiment le souci principal, enfin pour ceux qui ont un deuxième métier et qui ne vivent pas encore complètement de leur passion. La visibilité dont on vient de parler, et c'est vraiment le gros souci. Après, dans ce qu'on n'a pas évoqué, il y a l'arrivée du Covid qui a vraiment compliqué la donne sur plein de domaines, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de salons, ils ont tous été fermés, hein, hormis les conférences numériques, et heureusement. Et les séances de dédicace, j'avais des séances de dédicace dans pas mal de librairies, j'avais beaucoup de choses qui étaient prévues, je devais aller à Yggdrasil, à Octogone. Alors normalement, je dois quand même me retrouver au Salon du Livre à Paris et dans d'autres salons, mais c'est vrai qu'ils ont tous été fermés et au niveau communication, on a été euh, complètement fermé, on n'a plus rien pu faire. Et ça, oui, ça a été vraiment une énorme difficulté parce que comme le Covid est arrivé et qu'on a fermé toutes les librairies, en fait, si vous voulez, par exemple, pour moi, qui suis sorti en août, j'étais une nouveauté en août. Il y a eu les confinements, les libraires qui n'avaient plus de trésorerie, qui ne pouvaient pas acheter nos livres. Mais maintenant, quand les choses vont s'améliorer en janvier, février, mars ou avril, peu importe, en fait, je ne serai plus une nouveauté. Et il y aura d'autres auteurs en même temps. Et toute la période, justement, où j'aurais dû le plus vendre, a été quand même entachée par le confinement, par le manque de trésorerie des librairies, par l'arrêt de tous les salons. Et il est assez difficile, du coup, de redémarrer,
enfin redémarrer sur le même livre, quand même, quoi qu'il en soit, dans encore 2, 3, 4 mois. Même si je ne me plains pas, que j'ai eu énormément de j'ai eu énormément de retours et que les ventes n'ont pas été si mauvaises de mon côté, voilà. Mais il est trop bien ton livre. Merci, Miguel. Du coup, bah, voilà, je suis effectivement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Moi, je rajouterais d'autres difficultés que je vis actuellement ou que j'ai vécues, notamment, la crédibilité autour de vous, en fait, que ce soit les proches ou la famille. Et que souvent, enfin, en tout cas, moi, je le vis: «Ah toi, tu sais écrire, mais tu sais écrire comme un écrivain». Non, sans blague, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu le genre de commentaire que, bah, beaucoup ont parce qu'en fait, bah, ils savent pas que vous écrivez. Personnellement, je suis pas là à m'épancher, constamment avec mes amis ou toute la famille ou tous les proches au boulot que j'écris. Voilà, j'ai plein d'autres choses à dire aussi. Donc c'est vrai que quand la première fois que vous le dites, il y a beaucoup d'étonnement. Voilà, parce que plein de gens finalement se disent: «Bah, c'est un métier quoi, faut apprendre, faut des diplômes, faut une formation, faut se faire, connaître, c'est compliqué, c'est quand même, pas donné à tout le monde». Donc déjà, voilà, il y a un peu de ça. Je pense que beaucoup de métiers d'artistes, que ce soit dans la musique, dans le modèle photo et cetera, il y a toujours un petit peu ce ressenti un peu des gens, voilà. C'est vrai que je trouve que c'est un petit peu une difficulté. Voilà, le statut d'artiste aujourd'hui, il est pas forcément, mis en valeur, par toute la société, hein. Souvent, moi, on me demande d'écrire, mais c'est pas un métier, tu fais ça vite fait comme ça, ça te prend 2 secondes dans ta soirée et c'est fini, quoi. Ah, bon. Alors non, pas du tout, voilà, ça prend des heures, même quand j'écris des chroniques de presse, c'est parfois 1 page et demie de Word, mais ça me prend parfois 6 heures, voilà, parce que je veux mettre les mots précis, je veux dire les idées précises, je veux faire bien les choses et parfois on se rend pas compte, un chapitre, hein, ça peut prendre des semaines. Voilà, il faut pas se le cacher, donc on n'écrit pas juste comme ça aussi, donc c'est vrai que c'est un petit peu une difficulté, en moi en tout cas je l'ai ressenti, de moins en moins, parce que j'ai des bons retours du coup sur ceux qui me lisent, qui me disent: «Bah voilà, t'écris bien, c'est vraiment super intéressant, voilà, tu nous étonnes beaucoup». Et j'ai l'impression que voilà, pour avoir vécu ça, en discutant avec d'autres, certains le vivent aussi. Voilà, c'est compliqué de se faire, bah, de se donner de la crédibilité aussi, du coup, déjà auprès des siens. Alors, du coup, auprès d'autres d'autres institutions, j'imagine que c'est encore plus compliqué quand personne ne vous connaît. C'est ce que je ressens de la part de certains éditeurs qui refusent complètement en fait, les jeunes auteurs, hein. Voilà, si vous n'avez pas été publié au moins 1 ou 2 fois, pour eux, c'est que vous n'avez aucune crédibilité, que vous ne savez pas écrire et de toute façon, bah, qu'il n'y aura aucun succès. Alors c'était très dommage, hein, parce que tout le monde commence quelque part. Effectivement, peut-être que le premier roman ne sera pas, parfait en termes d'écriture, qu'il y aura des petites fautes par-ci par-là, mais on est aussi là pour s'améliorer. La perfection, voilà, ça n'existe pas. Et finalement, moi, je dirais que la perfection n'est pas, je te coupe juste 2 secondes, mais je dirais que la perfection n'est pas si intéressante que ça, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui rend les gens intéressants et qui leur donne du relief, c'est les imperfections, justement. Donc, chercher la perfection, généralement, ça aboutit pas forcément à quelque chose d'exceptionnel. En dernier cas, je te rends la parole, pardon. Il y a pas de souci. Tu sais, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que moi, étant pas publiée ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce que vous vivez. Donc Ça viendra. moi, oui, bah, un jour peut-être. De toute façon, pour l'instant, c'est pas encore prévu parce que je vais juste commencer à mettre mes textes sur Skybase. Je viens de me rappeler du nom, Chloé. Oui. Mais voilà, j'ai pas forcément, je suis pas je suis que auteur amateur, donc j'ai pas plus de difficultés que ça, mis à part peut-être l'inspiration qui vient à des heures qui n'ont pas de nom, où là, en pleine nuit, faut allumer la lampe et écrire sur un bout de papier ou sur le bloc-notes du téléphone. J'ai... Et le manque de temps, en fait, mais à côté de ça, je n'ai pas plus de difficultés pour le moment. D'accord. Et donc, à votre avis, quel avenir aurait la littérature fantastique de nos jours? Alors ça, c'est une question très très difficile, mais je dirais que le monde de l'imaginaire est toujours en évolution. Du coup, il y a des auteurs fantastiques, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit dans la science-fiction, dans le cinéma, dans la littérature, qui font évoluer tout le temps et qui repoussent les limites de l'imaginaire et les limites du fantastique. Et c'est en soi, en fait, c'est toujours un monde en évolution, la littérature de l'imaginaire. Et voilà. Oui,
Je suis d'accord, ça change tout le temps. Par exemple, si on prend les idées du steampunk ou du cyberpunk, hein, ce sont des choses qui sont très vieilles, qui reviennent à la mode là, ces derniers temps, notamment avec le jeu vidéo cyberpunk sorti très récemment, voilà, ou plein de romans sur steampunk, Toulouse, Sherlock Holmes, tout mélangé. Voilà, donc l'imaginaire, en fait, se sert aussi de très grands classiques très vieux pour les remettre aussi à la mode, ou d'auteurs classiques dans tous les domaines. Donc c'est ce qui est aussi intéressant. Voilà, les auteurs n'hésitent pas à reprendre tout ça en main et à en faire de nouvelles histoires, de nouveaux genres. Donc je suis sûre, dans le futur, on aura encore de nouveaux genres de littérature qui vont ressortir, qui vont devenir à la mode et qui vont nous faire rêver. Bah, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus à tout ça, en fait. Il conclut très très bien là-dessus, donc j'avoue, je ne vois pas de ce que je peux dire de plus là. Excusez-moi. Du coup, pour conclure, si je pense s'il y a des questions, on peut éventuellement vous en poser, ou si vous avez des conseils, notamment aux visiteurs qui aimeraient se lancer dans l'écriture, peut-être. Moi, j'ai une question pour LR Roy Auteur. J'aimerais savoir si tu comptes faire une suite ou une préquelle. Une Ah, préquelle? oui. Ah, moi, ça m'intéresserait trop de savoir la Première Guerre, tu sais? Hum. Ouais. Alors, au niveau des projets, j'ai effectivement, oui, j'ai déjà la suite dans ma tête, effectivement, en grande partie, même si je ne l'ai pas écrite, parce qu'en fait, j'ai réellement pas le temps. Alors, ça ne parlerait pas de la Première Guerre, donc celle qui s'est passée avant dans mon livre, ou je dirais juste avant. Voilà, c'est juste avant, et c'est un livre que j'ai déjà écrit il y a une quinzaine d'années, qui est pas qui est pas dans la fantasy ni dans le médiéval fantasy, mais qui est dans la science-fiction. Mais je le raccroche de toute façon à l'héritier du Dalaras, de façon assez tordue, je dois reconnaître. Mais on est des auteurs de fantasy, alors c'est normal. Voilà, sinon en autre projet, donc il y a ce roman que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années et qui pourrait faire justement les prémices de ce que j'ai écrit aujourd'hui et que j'ai recommencé à travailler. Et puis j'ai un autre projet qui prend de plus en plus forme dans ma tête. Avec une amie, on envisage d'écrire un livre à deux, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose de très solitaire. On est avec ses idées, avec son stylo ou son écran. Et c'est quelque chose de plutôt inattendu pour moi de penser à ça et d'imaginer à ça. Mais elle a lu mon livre, elle s'est dit, tiens, on a des univers vraiment très similaires. On écrit dans l'heroic fantasy, on a à peu près le même style d'écriture, même si quand on les regarde de plus près, ils sont assez différents quand même. Et voilà, l'idée nous est venue, une envie commune. Donc peut-être qu'à un moment, on va se lancer là-dedans et que ça fera un autre joli projet. Alors, à côté, j'ai une question sur le chat secondaire. Oui, bah, je peux Voilà. la poser directement. Ouais, Alors, vas-y. bonjour à tous. Vous avez dit que vous partagiez vos travaux autant sur un public francophone qu'un public anglophone. Lequel est le plus, quel est le public qui s'intéresse le plus facilement à vos travaux et qui va plus facilement suivre au quotidien votre, votre avancée ou vos projets? Ah, c'est pour qui? C'est parce que moi j'ai parlé C'est du pour toi? public anglophone, alors je pense Oui. que c'est pour moi. Oui. Oui. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup plus de retours d'un public anglophone, contre toute attente, j'avouerai. Ça m'a assez surprise d'avoir un public anglophone. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les inspirations de leur folklore qu'ils apprécient ou non? J'ai pas plus de détails là-dessus. Je sais que c'est vraiment l'aspect fantasy et magique qu'ils adorent. Mon personnage aussi, qui reste inspiré des elfes en général, avec une partie de Tolkien. Donc, je... Ouais, je pense que c'est plus que... Enfin, ils sont beaucoup plus réceptifs, en fait. Alors Ok. après, voilà.
j'ai pas encore testé de mettre mes textes sur les réseaux vraiment francophones, puisque là, c'est plus Facebook, Instagram, donc c'est un peu libre d'accès pour tous. Là, vu que je vais m'atteler à mettre sur des réseaux plutôt francophones, je vais avoir plus de retours certainement de ce point de vue-là. Donc, je pourrais peut-être un petit peu plus voir la différence, comparer. Mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai beaucoup plus de retours, surtout par message privé d'anglophones, de personnes, que ce soit États-Unis ou ailleurs, hein. C'est assez D'accord. surprenant. C'est top. Ouais, mais c'est assez surprenant. Moi, les premières fois où j'ai reçu des messages en anglais, du coup, des stories qui ont été partagées et tout, j'étais très très surprise. Mais ça m'a touchée. Ça m'a vachement touchée parce que, voilà, comme je dis, je ne suis pas publiée, j'ai pas d'éditeur, j'ai rien du tout. Moi, je fais ça pour mettre en avant mes créations principalement. C'était pas du tout dans mes projets de devenir réellement auteur amateur ou quoi que ce soit, ou de publier des écrits sur Skybay, Wattpad ou ce genre de choses. Et donc, avoir un retour de d'autres pays, c'est gratifiant en fait. Si j'ai pu bien répondre. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, si vous avez d'autres questions, bah, du coup, on a encore 1 heure. Moi, j'ai une question. Donc, bonjour. Disons que Bonjour. j'aime également beaucoup écrire et que j'aimerais me faire publier, mais disons que j'ai pas un style d'écriture, comment dire, je n'écris pas beaucoup, mais je fais beaucoup d'illustrations. Du coup, on me reproche beaucoup, on me dit que tu devrais le faire en BD ou en manga. Mais le problème, c'est que j'aimerais le faire en roman. Je ne sais pas si ça pourrait être bien perçu, le fait que je fais pas beaucoup de descriptions, mais que je fais pas mal d'illustrations à côté. Je sais pas trop ce que vous en pensez de ce style de livre. Alors moi, bah, je vais te répondre ce que je pense. Je suis plutôt ouvert, mais je suis pas une maison d'édition, alors c'est un peu ça le problème. Mais c'est vrai que je suis plutôt ouvert à des livres un peu différents. Et pourquoi pas avoir un livre justement où il y a 3 pages d'écriture et une illustration, 3 pages d'écriture, une illustration, sans que ça casse sans que ça casse le récit, mais justement que ça raconte aussi quelque chose, ou que ce soit sur ce qui vient d'être écrit, ou que ça raconte un bout du récit, et qu'on puisse continuer à partir de cette illustration à continuer de lire derrière. Et moi j'aime assez le concept. Il y a des choses comme ça, voilà, qui existent. Et après, c'est difficile de faire un livre si on n'a pas beaucoup d'écrits, mais j'aime bien le concept en fait. Oui, c'est vrai que moi aussi, je vais te donner mon avis. En fait, aujourd'hui, alors ça dépend des éditeurs, voilà, c'est un peu la difficulté. Il y a de plus en plus de romans illustrés qui sortent. Donc, pour en avoir lu quelques-uns, il y a un peu moins de descriptions, effectivement, vu que, par exemple, quand l'auteur parle d'une ville, il ne va pas non plus s'apesantir sur tout le détail de l'architecture. Il va te montrer le dessin à côté. Donc, c'est intéressant, même s'il y a quand même, on va dire, 2, 3 phrases quand même qui décrivent la ville. Parce que dans ce genre de roman, c'est un roman illustré, tu as un petit peu les 2 tranches de lecteurs aussi qui viennent. Voilà, c'est pour pas que ce soit que du dessin ou que de la description. Il y a toujours un petit peu des deux. Mais c'est ni centré sur l'un ni centré sur l'autre. Donc c'est aussi la difficulté, j'imagine. Mais je sais que ça marche en tout cas. Ou alors après, il y a les light novels qui marchent très bien. Très peu de descriptions dans certains aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est plutôt édité par des éditions à consonance un peu japonaise, hein. Même si elles sont françaises, elles attendent un petit peu un univers japonisant. C'est un petit peu la mode aujourd'hui. Alors que, voilà, par exemple, ActuSF publie, on va dire, plutôt fréquemment des romans illustrés, Oui, plutôt du style médiéval fantasy. Donc là, c'est vrai que bah, y a beaucoup de dialogues, par exemple, mais c'est dans un style aussi très particulier de dessin et d'histoire. Voilà. Donc, malheureusement, on va dire qu'aujourd'hui, ça dépend des éditions. Après, il faut peut-être aussi tenter, bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'auto-édition ou la présentation de projets un peu innovants. Il y en a qui font ça en ce moment aussi avec la musique, voilà, qui mettent toujours un morceau en lien avec un chapitre, qui essayent de mettre une ambiance musicale. Donc, il y a voilà, beaucoup de projets. Donc, je pense qu'il faut aussi se lancer, hein. C'est ça aussi quand on est artiste et créatif. oui, c'est ça. Innover et pas avoir peur de créer une playlist qui va correspondre au chapitre et qu'on puisse écouter telle musique en lisant tel chapitre et qu'elle soit référencée, qu'on puisse aller chercher la playlist, par exemple sur Spotify ou n'importe quoi, peu importe. Et c'est vrai que
En fait, il y a plein d'opportunités aujourd'hui avec la technologie et la fantasy. On peut lier plein de mondes et plein d'univers différents. Alors, allons-y. Et il faut pas se limiter. Mais par contre, moi, ce que je dirais, c'est qu'avant de passer à l'auto-édition, tout de même, je l'enverrai à toutes les maisons d'édition qui publient des livres justement illustrés, des choses comme ça dont on vient de parler. D'abord pour voir leur réaction, pour voir ce qu'elles en pensent, et voilà, réellement. Et qu'après, en Excusez-moi, j'entendais seconde dire. partie, je partirai plus sur de l'auto-édition, mais après avoir vu l'avis de maison d'édition. Ah, D'accord, bah, je vous remercie beaucoup. Bah, ça m'a ça m'a quand même aidé. Bah, je vous remercie. Après, si tu Avec as plaisir. envie de faire un peu plus de description parce que tu en as l'envie, il y a toujours moyen, tu vois, d'avoir des conseils, sur tu vois, sur Internet, maintenant, on trouve beaucoup de choses. Donc, je pense que tu peux trouver aussi de quoi t'aider à en faire. Il y a pas il y a plein de sites là-dessus. Mais c'est selon toi, en fait. C'est toi qui fais ce que tu as envie, simplement. Il faut que ce soit passionnant pour toi. Oui, clairement, sinon tu vas te démotiver et ce serait très dommage d'arrêter en plein milieu d'une belle aventure comme ça. Oui, c'est ça. Et quelqu'un, en fait, qui est passionné va entraîner les gens autour de soi et va les ramener dans son histoire par sa passion et va communiquer sa passion aux autres. Que si on fait les choses sans passion, ça va très vite être plat et insipide, en fait. Oui, je vois tout à fait. Disons que description, c'est que j'en fais moins parce qu'en fait, j'ai du mal à la faire. J'ai jamais été très douée en français, donc c'est pour ça que j'essaye de décrire un peu quand même. Mais je fais beaucoup d'illustrations pour compléter, également parce que j'aime dessiner, donc voilà, pour faire les deux. Mais merci beaucoup pour vos retours et vos conseils. Eh ben, bon courage. Oui, bon Pas de courage. Merci. souci. Du coup, moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que pareil, après, je ne sais pas s'il faut en parler maintenant de tous les projets en cours, tout ce qui vient. Voilà, c'est un petit Bah, peu. c'est vrai que Mini m'a posé la question, mais tu peux y répondre aussi, en fait. Quels sont en fait, tes projets d'avenir ou des choses comme ça? Bah, si ça ne dérange pas voilà, tout le monde, et on part après sur des questions, peut-être aussi avec Andaliaka si elle veut nous parler de ses projets. Bien sûr. Alors du coup, déjà, je vais vous les présenter très rapidement. Voilà, moi, c'est deux recueils, donc Un grain de magie, voilà, à l'envers. 12 nouvelles de médiéval fantasy, de fantasy, de légendes arthuriennes et mythologie celtique. Et Un monde pour demain, donc plus science-fiction. 12 nouvelles avec du cyberpunk, de la science-fiction, on va dire, un peu classique, vaisseau spatial, etc. De la science-fiction un peu polar, thriller. Donc ça, D'accord. voilà, c'est ce qui est actuellement publié, en fait. Donc beaucoup de genres différents. Allez, n'hésitez pas à venir me voir sur mon stand. Je pourrais vous résumer les 24 nouvelles, savoir s'il y en a déjà qui vous intéressent ou pas. Voilà, pour bien aussi cibler votre recueil fétiche, voire acheter les deux peut-être. Voilà. Moi, de mon côté, après, j'ai envoyé un manuscrit de Medieval Fantasy à l'éditeur courant août. Voilà, donc j'attends les retours avec impatience. C'est très long. Donc voilà, il faut être patient, il faut pas lâcher. Moi, de l'autre côté, en attendant, voilà, pour pas me morfondre, on va dire, dans l'absence de nouvelles, je continue à écrire aussi. Donc la suite, notamment, donc c'est Sous le regard de Laria. Voilà, Laria qui est une déesse de l'univers de Medieval Fantasy que j'ai inventé, sur lequel je travaille. Donc je travaille sur le tome 2. Mais je travaille aussi sur d'autres univers complètement différents, de la fantasy pour young adultes, voilà, pour jeunes adultes. Également, sur une romance de fantasy aussi, avec en fait, j'aimerais partir sur une trilogie, mais avec à chaque fois un couple différent par tome, mais avec une intrigue de fond, en fait, identique et qui parle finalement de l'univers et de ce qu'est l'amour entre deux êtres, dont l'un est en fait une genre de divinité. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toutes ces questions. Alors moi, à côté, je fais aussi plein de choses, même si j'ai un travail à temps plein. J'écris des scénarios aussi pour des courts-métrages. Voilà, j'aimerais énormément ensuite les réaliser. Donc voilà, en ce moment, je suis en appel un peu à production pour les mettre sur YouTube. Voilà, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Je rêve aussi que certaines de mes nouvelles, qui sont plutôt courtes, soient tournées en court-métrage. Ce serait génial. Donc je travaille aussi sur des scénarios là-dessus. Voilà, je travaille aussi avec des partenaires sur l'écriture d'un manga. Voilà, je donne tout ce qui est scénario, en fait, toutes les bulles. Et le dessinateur ensuite me propose toutes ses idées.
Pareil, je suis sur une BD aussi, un light novel également en ce moment. Donc voilà, plein de projets différents qui me permettent de varier, de changer. Et voilà, je participe aussi à l'écriture de GN, pour ceux qui connaissent peut-être les jeux de rôle grandeur Oui. nature. Oh oui. Oh oui. Voilà, je Ah participe oui, à ça. Donc peut-être un jour en créer vraiment complètement moi-même sur mes univers à moi, Oh. car je m'intègre sur un univers que j'adore. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de projets d'écriture, beaucoup de projets qui j'espère un jour seront publiés. Voilà, moi je rêve d'être écrivaine à plein temps. Alors c'est peut-être un petit peu trop ambitieux, très irréaliste, mais bon, voilà, il faut y aller, quoi. Hein. non, ça ne l'est pas, c'est faisable, ne t'inquiète pas. Oui, il faut vivre ses rêves. C'est tout à fait faisable. Alors, c'est compliqué, tu vas scier les dents, mais c'est faisable. Bah, c'est gentil. Voilà, en tout cas, Ouais. plein de projets, toujours plein d'idées, c'est ça qui est compliqué. Donc il faut pas trop s'éparpiller, c'est un peu mon problème. Là en ce moment, j'essaye de réduire petit à petit parce que c'est compliqué de se relancer dans un univers quand on est sur un autre complètement différent à côté. Il faut se remettre en face des personnages, les pensées, l'univers, etc. Donc c'est ce qui est pas évident. Voilà. Je conseille peut-être pas à ceux qui veulent commencer de s'éparpiller comme moi parce qu'en fait finalement, vous écrivez un chapitre par-ci par-là, ça n'avance pas bien. Pour l'avoir vraiment fait pendant le confinement, par exemple, je me suis focalisée que sur un seul roman. Là, c'était beaucoup plus efficace. Ouais, parce qu'après, tu perds ton fil, en fait. Oui. C'est ça, tu perds du temps à te replonger dedans. Si tu as complètement des persos différents à chaque univers et que l'univers en plus est complètement à l'ouest, à l'opposé, tu perds un temps fou à relire toutes les notes. Alors où j'en étais? Voilà, donc c'est Ouais. beaucoup de perte de temps et comme on manque énormément de temps quand on ne fait pas ça un plein temps, voilà, il faut savoir aussi s'organiser, ce qui est pas évident. Trouver une bonne méthodologie de travail. D'accord, C'est ça. tout à fait. Parce qu'il faut bien comprendre. Excusez-moi. J'en profite juste pour faire une petite aparté, comme on est sur la littérature fantastique, pour présenter Drake à ceux qui ne le connaissent pas, qui a écrit donc 3 romans, donc Tenan, dont le premier volume est le Collier d'Oricalque, et qui a un univers que je conseille vraiment parce qu'il est vraiment très très bien fait. Et je pense que vous auriez vraiment à échanger avec et à apprendre de petits 3 trucs. Ça pourrait faire des discussions intéressantes. Voilà. Et du coup, Drake Manaket, c'est moi, donc du coup, je suis arrivé en retard, je suis profondément désolé. J'ai appris tout juste qu'en fait, qu'il y avait une réunion avec des romanciers. Je me suis dit, il faut que je vienne, ça va être bien. Et pour le coup, oui, j'écris de la fantaisie fantastique. J'ai écrit 3 romans pour l'instant. Je suis à mon quatrième cours d'écriture là. J'ai fait aussi des albums pour enfants. J'ai aussi énormément de projets. Je suis GNiste, donc je fais énormément de GN. En tenue médiévale à taper des gens, j'adore ça. Je valide. On aime taper des gens. Mais oui, c'est trop bien. Et du coup, oui, moi je fais de la saga jeune adulte pour à peu près tout âge, dans le style Harry Potter ou plutôt Quête des Willan, si les gens connaissent Pierre Bottero. Bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai rien de plus à dire. Hein. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes problèmes et les mêmes difficultés et aussi la même passion. Donc, ça fait plaisir en fait de rencontrer d'autres personnes qui essayent de vivre de leurs rêves. Oui, c'est ça. C'est compliqué, mais bon, allez, faut y croire. Comme tu dis, on sera écrivain à plein temps. Ce serait trop cool. Oui, c'est ça. C'est ce que Moi, je fais. ça sera 50-50. Hein. Oui, c'est vrai que toi, voilà. Mais je suis écrivain à plein temps depuis 1 an maintenant, 1 an et demi. D'accord. Et je gagne. J'arrive, ça allait hein, tant qu'il n'y avait pas le confinement. Maintenant qu'il y a, c'est un peu plus compliqué. Mais je passe mes week-ends en convention, en salon, en festival. J'ai pas un week-end de libre en général. Bon, Et du coup, tu es en auto-édition ou tu es dans une maison d'édition à compte d'éditeur? J'ai une maison d'édition, elle se nomme Alexandra de Saint-Prix. C'est une édition qui se situe. Non, elle n'est pas très connue. Elle se trouve au sud de Perpignan. Et on va dire que ça avait commencé un peu mitigé avec cette édition et ça s'est très, 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 très bien fini dans le terme. Là, les contrats qu'ils me font, je suis très content.
Donc, Voilà. il faut être patient, j'imagine. Voilà, c'est pas en étant publié cette année que ça va changer quelque chose. Ah non, ah non. Comme, Surtout cette année. je pense que c'est pareil pour vos quatre, hein, mais comme je le dis à ceux qui s'intéressent un petit peu à l'édition ou à quoi que ce soit, le plus dur, c'est pas d'écrire et de sortir un bouquin. Le plus dur, c'est de se faire connaître. Voilà, c'est la Mm. visibilité. La La visibilité visibilité et la reconnaissance. et la C'est ça. reconnaissance. Sachant que on est d'accord que malheureusement, avec les réseaux sociaux, la visibilité est tellement. Oui, C'est de pire, en fait, c'est de pire en pire. Donc, en fin de oui, compte, c'est très très compliqué. Il faut vraiment être un peu partout, se oui. diviser. Donc, Quand les gens comprennent pas que souvent, quand tu es écrivain, tu fais aussi beaucoup d'autres métiers à côté où tu n'es pas payé, hein. Tu Ah fais oui. C'est ça. community manager si tu es tout seul, hein. C'est toi qui fais ta propre pub, ta propre chose, c'est tes propres choses. Donc, tu vas en convention, tu fais aussi vendeur, tu fais aussi démarcheur parce que tu vas quand même chercher à les avoir ces conventions et à avoir des problèmes. Tu t'occupes aussi de ta fanbase si tu en as une pour pouvoir les développer, pour pouvoir y répondre. En fait, écrire, c'est 40% de ta vie et le reste, c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour du bouquin. Oui, c'est complètement ça. Il faut être commercial, il faut démarcher, il faut Mais faire graphiste, infographiste, et, euh, et ça n'arrête jamais. on est d'accord. Ça n'arrête jamais. Et c'est vraiment ce qu'il faut, enfin pour ceux qui n'ont pas plongé encore dans ce monde, il faut réellement comprendre que écrire un livre et devenir écrivain et le monde de l'édition, c'est quelque chose qui est devenu à long terme. C'est pas comme on disait, écrire un livre, ça y est, j'ai écrit un livre, je suis écrivain, c'est bien, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est vraiment un travail à long terme qui va durer sur des années parce qu'il y a Ah oui, énormément de travail. Déjà, l'écriture va durer peut-être sur des années, mais oui. derrière, il y a un boulot de dingue et c'est inimaginable. Que ce soit Ah, pour le graphisme, pour la création de contenu publicitaire, pour la publication, pour avoir des chroniques, pour être reconnu et gagner en visibilité, c'est vraiment un travail acharné. Et je ne parle même pas d'aller dans les salons, parce que là, ça prend un temps de dingue. Et c'est génial, hein, parce qu'on a des retours, on a des choses fantastiques à vivre, et c'est une aventure humaine fantastique, l'écriture et la littérature. Moi, j'ai rencontré des gens formidables et je me suis fait des amis, et je trouve ça fabuleux. Mais c'est, au niveau temps, c'est inimaginable. oui, puis Mm. c'est pareil, dans les salons, quand tu n'es pas habitué, il faut quand même réussir à aller vers les gens. Donc, Oui, c'est aussi un gros travail sur soi. c'est toute une Donc, posture, hein. c'est vrai que. Tout est une posture et toute une vie. Et une dernière chose à ajouter par rapport là où aussi on n'est pas gâté, hormis ça, c'est qu'en France, je pense on fait tous dans la fantaisie, dans la science-fiction ici. oui. En France, la fantaisie et la science-fiction, c'est encore mal vu. Oui. Oui, On- c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on disait. On disait que c'était, jusqu'à il y a encore très peu de temps, la cinquième roue du carrosse en littérature et que c'était vraiment considéré comme une sous-classe de la littérature, mais que de nos jours, entre autres à cause du Covid, les gens avaient de plus en plus besoin et envie de rêver et se tournaient de plus en plus vers la littérature de l'imaginaire, la fantaisie et la science-fiction. Et que du coup, c'était vraiment un monde et un domaine de la littérature qui était en train de se développer par rapport aux autres qui perdaient de la vitesse et que de plus en plus de gens, en fait, avaient envie de s'évader, de liberté, avaient envie de rêver et ça, ils le trouvaient dans la littérature fantastique, en fait. Oui, Et c'est oui. vrai que moi, du coup, j'en profite pour rebondir sur quelque chose que, du coup, j'écris des romans, mais des nouvelles aussi. Alors, le monde de la nouvelle, malheureusement aussi, dans les pays Bon. francophones, c'est très compliqué. Alors, dans les pays Oui. anglophones, ça marche du feu de Dieu, en fait, hein. Les très Mm. grands auteurs du style Oui. Stephen King écrivent des recueils de nouvelles, en veux-tu, en voilà. Ouais. George R. Martin, bien sûr, évidemment. Voilà, on a plein de grands noms et ça se vend comme des petits pains. Alors qu'en France, bah, déjà, il faut expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qu'un recueil? Qu'est-ce qu'une nouvelle? La différence avec un roman. Déjà, on s'en sort pas très bien. Donc, ça va déjà que j'ai eu de la chance d'être publiée pour des nouvelles de science-fiction et de fantasy. Tant mieux. Ça fait un double, un double problème pour en parler. Donc, c'est vrai que voilà, on n'est pas très gâté effectivement dans ce univers-là, même si ça, de plus en plus, ça devient effectivement, heureusement, quelque chose que les gens apprécient. Voilà. Mais je pense qu'il faut en parler. Mais il faut voir ça je suis d'accord, il faut voir ça en librairie, hein. Je vous dis, ceux qui sont ici, faites l'expérience, allez en librairie et allez dans le rayon fantasy. Vous verrez qu'il y a énormément de fantaisie, hein, énormément de choses, mais lisez derrière et vous verrez que 90% des livres, vous allez voir où ce sera marqué traduit par X Bien sûr. personnes. La fantaisie en France, en 80% fait, est principalement de la fantaisie américaine et américaine, anglo-saxonne. anglo-saxonne et canadienne.
Oui, c'est vrai. Et canadienne. Mais français, sur les doigts d'une seule main, tu peux les compter. Et pourtant, Oui, je on fait sais. de la bonne fantaisie. Hein. On fait de Oui, l'excellente fantaisie pourtant. il y a des choses vraiment exceptionnelles. Et c'est vrai que c'est. Mais je dirais quand même que c'est un petit peu en train de changer quand même. Il y a des tas de choses, comme il y a le PLIB, par exemple, le concours de l'imaginaire des blogueurs, où on met quand même en avant de la fantaisie Oui. française. Il y a des tas de choses. J'avais été sélectionné pour ça, entre autres. Et oui, il y a quand même, à mon avis, vraiment un mouvement. Moi, je le sens vraiment depuis 4-5 ans, et même en librairie, où les gens sont quand même contents de voir la fantaisie française, et elle est vraiment, je pense, de plus en plus mise en avant par les libraires et par les éditeurs, je pense. Hein. Je pense que c'est en train de changer. Alors peut-être que je suis un peu utopiste, hein, mais j'ai vraiment cette sensation-là, moi. C'est possible, hein. Ça commence doucement, je trouve. Très Ah doucement. oui, non, mais c'est qu'on vient de très loin, hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, ça n'existait pas. Ben, on voulait pas nous laisser notre chance, quoi, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Mm. Mais la France est très, très cloisonnée. Que ce soit les nouvelles, ça n'existe pas en France. La fantasy, c'est américain, anglo-saxon, canadien, comme tu disais. Voilà. On est très, très cloisonné dans tout ce qui est, je dirais, le monde du culturel en général. Hein. Même la musique, c'est exactement pareil. Ah Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un Mais peu du coup, Chloé, Vas-y, pardon. je rebondis, du coup, maintenant je comprends, je comprends mieux pourquoi j'ai plus d'anglophones qui sont sur mes petites nouvelles, parce que ils sont habitués chez eux, ils sont pas fermés là-dessus. Non. Non, c'est assez étonnant d'ailleurs. Moi, j'essaye de demander, alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus à plus de personnes, pourquoi vous ne connaissez pas forcément la nouvelle, ou est-ce que ça vous ferait plaisir d'en lire? Parce qu'au final, déjà, c'est court. Donc, c'est vrai que pour ceux qui aiment pas lire, bah, finalement, ça a l'air d'être un bon compromis. Voilà. En plus, tu peux feuilleter. Si tu as 15 nouvelles, bah, tu n'en choisis qu'une seule pour la semaine parce que ce thème-là t'a plu. Contrairement à un roman, voilà, parce que moi, j'ai pas mal encore de personnes autour qui me disent: oh là là, le pavé de 300 pages. Alors que bon, enfin, personnellement, je trouve que les pavés en fantasy, c'est plutôt 800-900, mais bon, ça, c'est Oui, après. c'est ça. Voilà, C'est ça. c'est chacun Une son brique. truc. Donc, c'est pour C'est ça bien les briques. c'est vrai que ça me fait C'est peur bien quand les quand j'entends qu'on me dise un pavé de 300 pages, alors qu'en fantasy, ça peut doubler, voire tripler. Alors que là, par exemple, une nouvelle, bon, que ce soit en fantasy ou en science-fiction, en général, ça dépasse pas la centaine de pages, clairement, hein, ça fait beaucoup moins. Donc, il faut espérer peut-être que ça vienne en France petit à petit. Là, petit à petit, je vois des éditeurs qui publient de plus en plus de recueils de nouvelles, mais encore d'auteurs américains, voilà, George R. Martin, Stephen King, etc. Donc, il faut espérer que le public français commence à s'y habituer aussi. Je pense qu'il y a aussi, par rapport à ça, si les Français, en tout cas, surtout en France, ce que je trouve dommage, hein, c'est toujours un rapport de rentabilité. Ils publient des nouvelles pas parce que c'est des nouvelles, mais ils les publient parce qu'il y a le nom qui est connu. C'est comme la marque. Tu mets la marque dessus, tu multiplies par 2 tes ventes, par 3, par 4, parce qu'il y a une marque. Bah, c'est pareil pour le nom d'un auteur. Il suffit que l'auteur soit connu, il pourra écrire n'importe quoi, tu es sûr que ça va se vendre. Ah Ah oui. bah, c'est exactement comme ça. Maxime Chatham, il vend des livres et qui, des fois, ne sont pas forcément à la hauteur d'autres romans français qui passent à la trappe parce qu'ils ne sont pas connus et parce qu'ils ont Oui, été mis en avant aux États-Unis. Et voilà. c'est exactement ça. Et Malheureusement, hein. pour l'anecdote, mon premier contrat d'édition, en fait, je l'ai signé avec la maison d'édition Ada, qui est une grande maison d'édition, mais québécoise. Et tu sais Ah, qu'effectivement, là-bas, ils sont ouverts à la fantaisie. Et je leur ai complètement. envoyé un roman. Normalement, ils devaient répondre sous 6 mois minimum. Et au bout de 2 mois, ils m'ont renvoyé un contrat. Et ils m'ont dit, on veut signer. Voilà. Et c'était des Québécois. Et tout de suite, ils ont été très ouverts. Et ça, c'est plutôt L'idée marrant qu'on parle du Québec. Parce que c'est vrai que là-bas aussi, ils font de la fantaisie, de la très bonne fantaisie, en fait. l'idée de la maison d'édition, s'il y a un moment je dois changer, l'idée de la maison d'édition au Québec m'intéresse énormément. Ça me semble une excellente alternative et en plus beaucoup plus proche des Amériques. Oui. Oui, pour une traduction et pour justement pouvoir passer de l'autre côté, dire quand même, le Québec, ça va être 15% du Canada, en fait. Oui. Ah ouais, c'est intéressant. Là, je vais aller voir aussi de mon côté, on sait jamais, peut-être pour leur envoyer un manuscrit, hein, tant qu'à faire. Oui, essaye. Ouais, Alors merci. là, faut pas hésiter parce que du coup, et en fait, les Canadiens n'ont pas peur d'éditer des auteurs français. Eux, par contre, les Québécois, ça leur fait pas peur du tout parce que dans les maisons que j'ai vues,
ils avaient des auteurs français. Alors, il y a quelques maisons d'édition québécoises qui disent que voilà, ils ont des auteurs québécois, ils veulent rester québécois, mais il y en a beaucoup qui éditent des auteurs français, en fait. Et ah oui, complètement. C'est une piste à aller voir parce que il y a vraiment des choses qui se font. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous connaissez, mais je connaissais un petit peu ce problème dans les mangas. Voilà, c'est un peu pareil. Quand vous êtes français et que vous écrivez un manga, c'est très mal vu. Et je ne sais pas si vous connaissez le manga Radiant, maintenant connu en France. Oui, Radiant, très connu. C'est ça qui a Oui. été d'abord publié, effectivement, je crois, par une maison canadienne, québécoise. Et Ah, apparemment, une fois que ça a été connu, évidemment, les éditeurs français de manga, ils se sont dit, bon, bah, c'est un petit filon à prendre, hein, un mangaka logique. français qui marche bien à l'étranger. Donc c'est vrai que Mm. c'est un peu triste à la fois. Voilà, ils veulent pas donner Mais la c'est un chance. peu triste, mais c'est vrai que éditer, par exemple, au Québec, est souvent une passerelle et un pont pour la France. C'est-à-dire que si votre livre marche au Québec, souvent des maisons d'édition françaises vont aller regarder ce qui a marché là-bas pour le prendre. Ils attendent que ça marche et après ils vont le rapatrier en France. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que C'est ça, on est frileux, mais ce serait intéressant de savoir peut-être ce qui bloque finalement, parce qu'en tant qu'auteur, que lecteur, j'ai l'impression que quand même le domaine marche plutôt bien, hein. On a des sagas de ah oui. fantasy, de science-fiction, mais qui marchent absolument de manière incroyable au cinéma, en série. Donc c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre ce qui bloque encore. Est-ce que c'est plutôt les institutions, certaines éditions qui bloquent? Ouais, Oui, c'est peut-être. carrément. C'est Ah, carrément les les grandes maisons institutions. d'édition qui bloquent complètement le marché, en fait. Oui, les grandes Donc, maisons et les institutions. L'Académie française bien sûr. actuelle ne prend toujours pas la fantaisie comme un genre littéraire sérieux. Ah non, mais complètement pas. Et puis, c'est-à-dire que les libraires, je l'ai déjà dit, et c'est vrai que moi j'ai rencontré cette difficulté avec les libraires, mais les libraires ne vont vraiment commander des livres que s'ils peuvent vendre les invendus. S'ils ne peuvent pas rendre les invendus, ils ne veulent pas commander de livres parce ils ne veulent pas prendre de risques financiers, d'autant plus maintenant avec le Covid. Du coup, pour rendre les invendus, il faut être chez Hachette Livre et dans le catalogue officiel. Et le catalogue officiel fait par Hachette Livre, et ben voilà, il cloisonne, c'est-à-dire que vous allez retrouver du Maxime Chatham, vous allez retrouver tous les auteurs anglo-saxons et quelques auteurs français qui marchent bien et pour lesquels ils ont l'assurance de vendre des livres. C'est ça. Donc voilà, c'est juste financier, c'est-à-dire que le marché de l'édition française est très, très, très fermé et c'est un peu, je vais employer un mot dur, mais c'est un peu une mafia quand même. Mais complètement, complètement. Ils prennent pas pour la qualité, ils prennent pour voir si ça va gagner de l'argent ou pas. Oh oui, Et complètement. c'est pareil pour la musique de maintenant. Et c'est triste à dire. Oui, c'est triste de voir des compositeurs à français dire. aller à l'étranger pour pouvoir sortir leur musique et qu'après on les connaisse via des maisons d'édition ou là, étrangères. Ouais. C'est quand même très très triste. Oui. Ah. Bon. Bon, il nous reste encore une petite demi-heure. En tout cas, ce fut un plaisir de voir d'autres auteurs, hein. Ça fait toujours vraiment plaisir de voir qu'en fait, enfin, j'en ai rencontré énormément d'autres, mais j'en rencontre toujours de nouvelles têtes et ça fait toujours plaisir. Bah, c'est un Également. plaisir partagé. Oui, tout à Oui. fait. Ça fait plaisir que de se dire qu'on n'est pas seul non plus dans la galère. Ah non, oh non, on galère tous, hein. Moi, du coup, ça m'apporte aussi pas mal de conseils. Donc, moi, je les prends, je les note. Pour le futur, alors futur proche, futur loin, je ne sais pas. Ça sera en fonction de la situation. Mm. Oui, et on pourrait parler aussi du type de public qu'on vise via nos romans. C'est vrai que moi, par exemple, je n'ai pas cloisonné par exemple, dans mon livre L'héritier du Dalaras, qui est sorti en août, mon type de public n'est pas forcément un public strictement fantasy. C'est-à-dire que moi, c'est un public que je vise un public familial. Et j'ai écrit ça de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver et trouver quelque chose dans un personnage ou dans un autre, dans la psychologie, mais aussi dans l'imaginaire, dans les combats très détaillés. Et j'ai toujours imaginé, en fait, que quelqu'un puisse acheter mon livre et se le faire piquer par ses enfants et par la grand-mère dans la famille. Et c'est vrai que j'ai eu ce retour-là où j'ai une grosse partie de mon public, et je pense une bonne moitié, ne sont pas des personnes qui sont à la base dans la fantasy et qui ne lisent pas de la fantasy. J'ai eu beaucoup de retours sur des personnes qui m'ont dit « Moi, j'ai jamais eu de fantasy de ma vie. »
allons-y, on a l'impression qu'il y a plein de choses derrière, qu'il y a la psychologie, il y a des personnages profonds. Et du coup, j'ai amené plein de gens à la fantasy qui, du coup, ont découvert la fantasy et se sont dit, mais wow, c'est trop bien, il y a plein de choses. Et c'est vrai que je visais pas vraiment un public spécifique, fantasy, médiéval, et j'avais envie de quelque chose de plus large, en fait. Et ça, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une belle surprise pour moi parce que j'ai eu plein de très très beaux retours justement de gens qui le lisaient en famille ou qui découvraient et venaient à la fantasy parce que c'était pas seulement un roman vraiment que de fantasy, même si c'est de l'heroic fantasy que je coupe des têtes à tout va. Il y a aussi de la romance, il y a aussi de la psychologie, il y a aussi mon côté théâtral qui fait que dans mes dialogues je suis relativement précis et que je tenais vraiment à élargir mon public. Et vous? Bah, c'est vrai que j'essaye de pas cloisonner non plus, voilà, pour faire découvrir à de nouveaux auteurs, enfin, de nouveaux lecteurs, pardon, ce qui existe. C'est pas évident, voilà, parce que il faut bien doser les infos, bien doser bah, les passages où vous allez donner plein d'informations. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon premier manuscrit du coup de mon roman de médiéval fantasy, j'ai été suivie par deux bêta lecteurs que je connaissais, voilà, que j'ai récupéré, on va dire, sur des groupes Facebook, des groupes de bêta lecture. J'en ai pris un volontairement qui ne connaissait pas du tout la fantaisie pour aussi avoir son point de vue, savoir s'il comprenait ce que je racontais en fait. Et je me suis rendu compte qu'à certains moments, il me disait que bah, il comprenait pas que j'inventais forcément des mots nouveaux. Donc voilà, il fallait que je lui explique un petit peu toute cette démarche, qu'on invente un univers de A à Z. Mais au final, il a réussi à s'y mettre, à se plonger dedans, il a apprécié. Mais voilà, c'est vrai qu'il m'a aussi aidé à doser les infos. Il m'a dit voilà, le premier chapitre t'en donne tellement, moi ça m'a perdu, j'y arrive pas, je comprends pas enfin, ce qu'il faut imprégner, c'est trop compliqué en fait. Donc c'est vrai que ça demande aussi une concentration et à savoir que, parce que si on veut effectivement s'adresser, je pense, hein, à vous de me dire, en fantaisie à plein de personnes différentes, il faut peut-être pas commencer par quelque chose de trop compliqué. On distille un peu les informations pour que ça passe et pour que les lecteurs justement aient l'envie. Voilà, qu'on leur raconte pas l'histoire de l'univers de suite, sinon là je pense qu'on les perd irrémédiablement. Oui, et c'est ce que tu dis, c'est un peu ce que je dirais la fantaisie à l'ancienne et la fantaisie plus moderne. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'avais l'impression, mais ça, c'est une impression vraiment personnelle, que quand on entrait dans un bouquin de fantaisie un peu à la Tolkien, on apprenait effectivement tous les synonymes sur les collines, la couleur de l'herbe verte pendant des pages et des pages, et on décrivait des univers au bout de 40 pages. En fait, on connaissait tout l'univers et on n'était pas entré dans l'action. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais envie d'éviter. C'est ce que j'ai l'impression que beaucoup d'auteurs de fantasy modernes, en fait, récents, évitent. Moi, quand on attaque les 3 premières lignes de mon livre, on est déjà dans une bataille. On est au cœur d'une bataille et on se met à avancer de toute façon. Et j'ai pas décrit l'univers, j'ai pas décrit les personnages, et paf, on est au cœur d'une bataille. Parce que je voulais tout de suite qu'on soit dans l'action. Et après, les choses arrivent, comme tu dis, on les distille petit à petit, on amène des choses. Moi, je voulais pas trop décrire les personnages pour que chacun puisse. Enfin, on lit de la fantaisie, c'était pour que les gens puissent aussi imaginer et pas tout apporter sur un plateau. Pas que les personnages soient décrits, que le monde soit décrit, mais que les gens puissent imaginer aussi les couleurs qu'ils veulent, ou un peu, pas le type de visage, mais un peu quand même des personnages. Et je trouve que c'est intéressant et que ça dénote vraiment du passé et du présent dans la fantaisie. C'est vrai que je rebondis dessus. Après, pardon, je vous laisse la parole, je suis désolée. Ah, pas de souci. Vas-y, dis et après je dirai ce que je pense. Ça marche. C'est vrai que là, après, du coup, après ces retours, moi, j'ai pris j'ai choisi mon point de vue, c'est qu'en gros, j'en dis peu sur l'univers. Voilà, je suis très dans l'action et en fait, quand les informations sont en fait vues ou perçues par les personnages, c'est là que je les explique. Clairement, voilà, si un personnage rentre dans un temple spécifique d'une religion inventée, hop, ça va être là que je vais en parler. Sinon, j'en parlerai jamais avant. Pareil, s'il y a une bataille en cours avec des armes, des sortilèges, plein de choses qui se déroulent, hop, ça va être sur le moment de l'action que je vais commencer à expliquer le sortilège en question, ses effets. Et effectivement, là, en tout cas, la personne, je l'ai moins perdue dans ce style-là. Les infos venaient quand en fait elles étaient nécessaires. C'est ce qu'il me disait. Voilà, lui, il n'avait pas l'habitude de retenir autant d'infos nouvelles sur un monde complètement inconnu. Et on se rend pas compte quand on est habitué, on connaît par cœur plein d'univers, mais ceux qui débutent, ça a l'air compliqué finalement. Donc là, il me disait que c'était plus intéressant. Il avait pas à se casser la tête à retenir tel nom, tel roi, tel machin, tel royaume. Ouais. Il s'était vraiment dit dans le moment où c'était nécessaire en fait. Et j'ai l'impression qu'en tout cas moi ça me plaît d'écrire comme ça maintenant. Donc je me dis que voilà, comme tu dis, l'écriture moderne c'est peut-être plus pour le grand public quoi. Voilà, on va dans l'action, on décrit quand c'est utile finalement à l'histoire. Je rebondis là-dessus parce que je fais un petit peu pareil. J'ai trouvé un truc justement pour pouvoir le faire et que j'ai trouvé super intéressant. C'est,
de mettre un personnage, le personnage d'héroïne principale, qui, comme le lecteur, ne connaît pas du tout l'univers. Et du coup, en rentrant dans cet univers, va apprendre en même temps que le lecteur où elle se trouve. Et est-ce qu'on m'entend? Allô? Voilà, ça a bloqué, excusez-moi. Oui. Donc je répète. Mm. On t'entend plus. Déco reco, pire, et reviens. Oui. Ça y est, il est parti, mais il va revenir. Oui. Ah, ça Vous savez arrive, ce les qu'il bugs. disait là? Ouais, il disait que. Ah bah non, il est revenu. Excusez-moi, problème de connexion. Il n'y a pas de mal, t'inquiète pas, nous ça arrive aussi. Oh Donc, oui. je disais donc, que j'apprécie beaucoup, c'est comme l'héroïne ne connaît pas du tout l'univers, on apprend en même temps qu'elle à travers. Et c'est beaucoup plus simple justement d'expliquer je trouve personnellement, que c'est beaucoup plus simple d'expliquer un univers à quelqu'un comme si tu l'expliquais justement à cette personne. Donc elle va apprendre très doucement en regardant, en vivant des expériences, en subissant des expériences parfois même. Ce qui se passe et ça amène justement à connaître l'univers malgré nous. Et je trouve je trouve que ça passe justement naturellement de faire de cette manière. Oui, c'est beaucoup moins lourd et beaucoup plus fluide et. Oui. Ouais. Ah, Ah, je suis pas le seul. chaque à son tour à bugger. LR, tu peux déco reco, s'il te plaît? Yeah, au moins on m'entend. Oh. Ah. J'espère que ce sera pas à mon tour après. Hein. À mon avis, on va tous y passer. Ah. Bon, Mais oui. en tout cas, cette idée de faire, c'est vrai que moi je l'ai retrouvée dans plusieurs livres que j'ai lus. Et c'est Oui. vrai qu'après, il faut avoir le personnage fait pour ça. Voilà. Moi, je vois dans le mien, par exemple, et c'est plus compliqué. Ils sont tous dans l'univers depuis très longtemps. Donc, Oui. mais c'est une bonne idée. Hein. Il faut y réfléchir à la mais en fait. c'est un choix, c'est complètement un choix scénaristique. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est il n'y a pas un choix scénaristique mieux qu'un autre. C'est chacun a sa manière de faire. Le but, c'est justement que notre univers soit compris. En gros. Voilà. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. C'est ça, si vous avez des questions, on y répond. Au pire, peut-être, du coup, petit aparté, oui et non. Il y aura encore une conférence demain à 11h. On y sera, nous aussi. Mais du coup, on va surtout découvrir Rowena Winter. D'accord. Donc, si jamais tu veux aussi être là, voilà, on peut. Bah, je Ça prends note durera. avec plaisir. Ça sera. Alors là, par contre, nous, on ne sera pas là 2 heures, on sera là que 1 heure. Donc, ça sera D'accord. un petit débrief en fait de ce qui s'est passé ici avec d'autres petites questions. Voilà. Et surtout Ouais. découvrir Rowena qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre. Elle a pu nous écouter, mais elle n'a pas pu nous rejoindre pour ce moment. Voilà. Ah, c'est dommage. Et d'accord. Voilà. Après, elle a un stand. Si jamais tu veux voir, de toute façon, elle est dans la partie auteur. Il faut. Comme Chloé, comme Elleroy. Moi, je suis dans la partie artisan D'accord. parce que mon activité principale, c'est la couture. Donc, ça se voit, je pense. Oui. Oui. Ah bah si tu es géaniste en plus derrière, bah oui. Ah bah oui, on fait le tout. Hein. Moi, je mélange tout. Hein, donc, et oui, je devais aller à Candoria, mais malheureusement, ça n'a pu se faire. Tu iras cette année? Parce que j'y suis. Je vais essayer, oui. Je vais essayer d'y aller cette année et je vais faire un autre GN, mais plus en tant qu'exposante.
D'accord. J'ai reçu les documents il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, donc malheureusement, j'ai pas pu m'en charger. Mais on m'a Lequel? proposé. Alors, c'est dans le 86. Je vais essayer de te retrouver ça. D'accord. Euh, Je Après, regarde c'est mes mails. peut-être Après, je suis clairement dans le sud, donc du coup, je me déplace pas trop Ouais, loin, ça mis va à être. part Pandoria. Ouais, moi, c'est malheureusement. Enfin, je peux pas. Dans le sud, je n'y vais que très peu, mis à part jusqu'à Lyon pour Yggdrasil. À côté, je suis plus. Bah là, en fait, le GN, ce qui est bien, c'est qu'il est à 9 Ah, minutes de chez mes parents. je t'arrête, du coup, tu seras à Hydrasil pour cette année? Oui, Non, en tant que créatrice. ben on se verra. Ah, Je ah bah suis génial. auteur invité par la marraine de la fantaisie d'Hydrasil qui s'appelle Nathalie Badalet, une femme Mhm. formidable. Et Est-ce que tu penses qu'on peut encore avoir notre chance ou pas? Ou c'est trop tard déjà pour l'année pour cette prochaine? année, c'est trop tard. C'est C'est Cette trop fermé. année, tard. c'est C'était en plein. septembre. Attends, non, c'était au mois de. C'était au mois de mars-avril qu'il fallait Ouais, demander. ouais, Pour les deux éditions, parce que Yggdrasil, en fait, ils font deux éditions, une outdoor et une indoor. ouais. Donc, la outdoor, c'est en extérieur dans un parc, et la indoor, c'est à leur expo. Et- Cependant, bah, les tarifs ne sont pas les mêmes. ouais, les Et tarifs. l'outdoor est d'habitude en fin septembre, mais là, elle a été annulée, enfin reportée à l'année prochaine. Et le indoor est au mois de février d'habitude, mais là, il a été reporté fin mars. Ouais, Et moi, je exactement. devais Donc, y être au mois de février avec ma maison d'édition qui devait descendre justement à Yggdrasil. Ouais. Et au final, ça a été reporté, puis reporté, puis il y a d'autres festivals qui se sont retrouvés en même temps. Ouais. Et du coup, je ne vais pas à Yggdrasil, ce qui est une grosse déception parce que j'habite à côté de Lyon et c'est vrai que c'est C'est vraiment un dommage. festival où j'avais envie d'aller, quoi. Ah, c'est dommage parce que juste se voir pour se dire, hé, on s'est vu, on s'est parlé. Oui, c'est ça, on se fait c'est une ça, bouffe. mais bon, du Ouais, coup, c'est vrai que maintenant on se connaît et qu'il y a moyen de garder le contact. Mais de soir sur d'autres Ouais. salons, je serais. Alors c'est pareil, ils ont mis le salon Livre Paris en même temps que les Imaginales. Et je devais participer aux deux. Je suis inscrit au prix littéraire Fantasy des Imaginales, mais je suis censé être à Livre Paris avec ma maison d'édition. C'est félicitations. quand même, c'est un peu Bah, compliqué, quoi. moi, c'est pareil, en fait. Yggdrasil a été déplacé, donc moi, ça m'arrangeait. Sauf que je devais faire un autre salon plus près de chez moi. Vraiment plus près, hein. J'avais qu'1 heure de route à faire, comparé à 5 heures à côté. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont déplacé le week-end juste avant Yggdrasil, et après, ils m'ont renvoyé un mail en me disant que c'était le même week-end. Donc j'ai fait, bah, je ne peux pas être à l'est et à l'ouest en même temps, hein. C'est ça, on peut pas. Mais bon, Et, et du coup, le GN, j'ai retrouvé, c'est Eormengrund. Je Alors, connais pas. c'est un nouveau GN, à ce que j'ai compris. Et moi, du coup, bah, je le fais parce que franchement, c'est à 9 minutes de chez mes parents. Donc, je suis un peu logée sur place, quoi. J'allais te dire, si tu fais le Candoria, n'hésite pas à amener quelques-uns de tes bouquins. Moi, c'est ce que je fais, hein. C'est ce qui me fait payer le trajet. Il y a des gens qui achètent au Cando, donc essaye aussi. Alors, j'ai pas de bouquin pour l'instant, j'ai rien. Ah, Moi, j'ai que. Bah là, je vais juste. En fait, moi, je fais mes créations et je les mets en scène d'accord, par des petits one-shot scénaristiques. d'accord, d'accord. Et du coup, je les poste que sur Facebook actuellement et Instagram, où là, j'ai un public un peu plus anglophone. Ça Donc, marche. D'accord, tant donc mieux. pour l'instant, j'ai quand même matière, mais je n'ai pas, je ne suis pas passée, j'ai pas fait de demande en maison d'édition parce que pour l'instant, je ne suis pas prête à franchir ce pas. Je prends des conseils à droite et à gauche, hein, mais pour l'instant, c'est pas prévu parce que du coup, je lance mon entreprise que depuis 1 an de création, et je me mets plus là-dessus, surtout avec la pandémie actuelle où c'est Ouais, galère. ouais, je Voilà. comprends. Donc Logique. j'essaye de choper des stands surtout pour mes créations. Après, j'essaye aussi, si jamais j'arrive un jour à, je ne sais pas, soit passer par une maison d'édition pour mes nouvelles, ou du coup faire de l'auto-édition, parce que de toute façon, je suis auto-entrepreneur, donc, donc pourquoi pas continuer sur ce chemin. Oui. Euh, je pense que je le proposerai aussi à la vente sur mon stand, hein, tout simplement. Donc je pourrais faire les deux.
Ok, d'accord, ça marche. Voilà. My Costume Network. Yes. Voilà. Ça marche, Donc, il n'y a pas de souci. après, bah voilà, je peux proposer que des créations, puis je ramènerai plein de petites bourses ou des choses comme ça. Bah ouais, pourquoi pas. Ouais. Je pense que ça peut plaire aussi, des petites bourses pour mettre les dés de jeux de rôle, Ça fait tout ce qui va. toujours. Non, mais faut créer. Mm. Au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas Oui, c'est grave, ça. au moins c'est là, c'est fait. C'est ça. Oui, ça a le mérite d'exister au pire. Donc, allons-y, quoi. Faut surtout pas se limiter et se dire, ça marchera pas. Faut se dire, j'essaye et puis je vois. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, je pense qu'il faut pas avoir de regrets, hein, de toute façon. Non, faut clairement croire en ce que tu fais, sinon c'est très compliqué déjà de faire croire, enfin de faire croire aux autres que c'est bien si déjà toi-même effectivement t'es pas à fond dedans. Mm. Mais typiquement, tu disais, tu vois, Chloé, pour ton entourage, que c'était compliqué de leur prouver que tu étais écrivain. Mais vu que tu es édité, tous les retours et tous les bons retours que tu vas avoir, les chroniques, qu'elles soient sur YouTube, Facebook ou autre, ça aussi, c'est une preuve. C'est une preuve de reconnaissance, c'est une preuve de qualité, c'est une preuve de ce que tu es, en fait. Et ça, c'est important pour les gens autour. Moi, j'en ai eu des dizaines, des centaines, donc c'est vrai que Ouais. je suis très heureux de ça et c'est génial, hein. Mais c'est vrai que ça, pour certaines personnes, ça compte réellement. Parce que c'est la preuve qu'on existe et qu'il y a vraiment quelque chose de la qualité derrière et que c'est pas juste, voilà, on avait envie de faire ça et on l'a fait pour s'amuser, et que c'est pas un jeu, mais que c'est réellement un métier, une passion et que c'est réellement du travail, en fait. Oui, oui, c'est ça. J'ai l'impression que si il n'y a pas des preuves un peu derrière, c'est vrai que les gens, comme tu dis, pensent que c'est juste de l'occupation comme ça pour se faire plaisir, alors qu'en fait, c'est énormément de travail, d'investissement, de temps. Voilà, c'est un métier, hein, comme tu dis. Donc c'est vrai que Ah, mais c'est peut-être ça aussi qui pêche un peu aujourd'hui, c'est que la reconnaissance en tant qu'artiste, c'est compliqué. Voilà, qu'on soit musicien ou quoi, on a l'impression qu'en fait, c'est facile. On écrit un livre comme ça en quelques heures, hop, hop, hop. Alors que non, pas du tout, hein. Ça prend du temps, mais bon, peut-être parce qu'on n'en parle pas assez, peut-être que le public s'en rend pas compte. C'est vrai que c'est une grande Mm. interrogation, comprendre pourquoi ils non. ont cette vision-là. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'est-ce que ça vient tout seul, que c'est hyper simple et que ça demande peu de temps. Donc Mais c'est c'est vrai que ça. L'écriture d'un roman, en fait, c'est une aventure très difficile, exigeante et puis qui demande beaucoup de persévérance et de travail. Mais c'est aussi un parcours merveilleux. De l'autre côté, l'écriture, c'est une aventure humaine, en fait, pleine de rencontres et de choses fantastiques. Mais c'est un travail titanesque. La plupart des gens ne peuvent pas imaginer, en fait, l'investissement, l'investissement et la persévérance qu'il faut pour écrire un livre. oui. Et c'est vrai qu'en plus, dans tout ce qui est en plus dans l'imaginaire, il faut en plus recréer un monde. On crée plus qu'une histoire, voilà, on crée l'atmosphère, l'ambiance, Mm. les lois, Ouais. la religion, le langage, etc. Donc ça peut prendre parfois des années. Certains auteurs, bah, je pense que vous en connaissez, voilà, ou même peut-être vous, Ouais. ça prend des années parfois juste à décrire tout ça et ensuite se mettre dans la narration. Et Ouais, c'est vrai on est. qu'on voilà, on s'en rend pas compte Oui, du temps. oui, complètement. Laisser mûrir l'univers, qu'il grandisse à l'intérieur de nous, dans notre tête, et après, justement, rentrer dans cet univers. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire on va écrire et pas avoir les bases derrière. On ne peut pas juste créer une histoire parce qu'en fait, il y a quelque chose autour de cette histoire, un monde fantastique qui n'a pas les mêmes limites, la magie et plein de choses. Et, et on ne peut pas se lancer dans une histoire sans avoir laissé mûrir des choses et être imprégné en fait par tout cet univers. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans le monde actuel, je constate, hein, surtout, que beaucoup de gens pensent que quand tu fais quelque chose qui te plaît, c'est avant tout un loisir avant d'être un travail. Oh oui, ça, qu'est-ce qu'on en parler? Que ce Et soit le monde de la photographie, que l'écriture quand ou c'est autre, hein, artistique, oui. tout ce qui est artistique, voilà. Tout ce qui est C'est artistique, quand ça te c'est affolant. plaît, c'est artistique, bah, c'est un loisir, c'est pas du travail. Non, Ah, ça perdu. rebug. Il a pas de chance.
Mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que j'ai l'impression, ce qui sort, ouais, c'est le statut en fait, voilà, d'artiste. C'est un petit peu, c'est ambivalent pour plein de gens. Voilà, ils ont du mal à comprendre peut-être ce que ça Oui, implique. mais parce que encore aujourd'hui, je pense, artiste n'est pas un métier pour la plupart des gens. Et Mm. alors, écrivain, combien de fois tu l'as entendu et combien de fois on va l'entendre? Oui, mais on ne peut pas gagner sa vie en tant qu'écrivain ou on ne peut pas gagner sa vie en tant qu'acteur de théâtre. Moi, je l'ai entendu avant. Euh, En fait, au même titre que les autres. C'est 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 ça. ça. Et en France, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment difficile, ce statut-là qui est souvent Ah, décrié. déjà, Et il n'y a puis, rien qui nous valorise. L'État, enfin notre gouvernement ne fait rien qui valorise ce statut de base. Au contraire. Donc déjà, quand on commence par cette base-là, c'est compliqué. Tu Au vois, contraire. donc c'est ça. voilà. Donc déjà, à partir de là, on est de base dévalorisé. Et après, c'est malheureusement, c'est à nous, à chaque fois, à chaque personne dans le milieu artistique qui doit en fait bah, montrer ses compétences, ses qualités pour pouvoir avancer et du coup bah, donner de la valeur en fait à son travail. Mm. Parce que malheureusement, bah, y a que nous qui pouvons le faire, ça. Oui, Personne d'autre le fera à notre place. et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la visibilité, mais il y a quelque chose qui devient très, très compliqué et de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que de nos jours, grâce aux moyens techniques, à l'accès aux ordinateurs et à tout, il est devenu très facile d'écrire, même quand on n'a pas forcément de capacité ou de talent pour l'écriture. Et c'est pareil pour la musique. C'est pareil pour quand on voit des gens à la télé-réalité qui ne connaissent rien en musique, qui font des chansons et qui les vendent. Et en fait, ça noie tellement la qualité dans une masse de livres avec de l'auto-édition. Mais il y a des très bonnes auto-éditions. Mais il y en a aussi beaucoup qui malheureusement n'aurait peut-être pas dû éditer et qui n'aurait pas dû être édité comme ça. Peut-être aurait mérité plus de travail. Et pour la musique, c'est pareil, il y a beaucoup de choses et de gens qui font de la musique alors qu'ils n'en ont jamais fait de leur vie et qui n'y connaissent absolument rien. Et c'est pareil pour un peu tous les arts. Et du coup, ça noie réellement tout le reste. Ouais. Et ça complique énormément la visibilité parce que comment vous voulez que quelqu'un, qu'un public, qu'une personne qui arrive dans un salon où il y a une centaine d'auteurs, comment vous voulez qu'il sache lequel aller lire ou lequel aller acheter et voir au milieu des éditions, des auto-éditions, de la fantaisie? Il ne peut pas savoir en fait ce qui est bon de ce qui n'est pas bon et il va juste se baser sur un visuel. Mais de nos jours, en fait, le visuel ne veut absolument rien dire parce que c'est facile, en fait, de faire du graphisme. Aujourd'hui, il y a des programmes qui le font très, très bien de façon automatique. C'est facile d'avoir mis 200 euros sur un graphiste pour qu'il vous fasse un chouette visuel, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du contenu derrière. Et pour de la musique ou pour du dessin ou pour des tas de choses, c'est exactement pareil. Et le public est vraiment noyé et perdu, que ce soit dans une librairie, dans un festival ou dans un salon de la littérature. Complètement. Complètement. Mm. Bah, pour l'avoir vécu en tant que créatrice, effectivement. La Quand on est culture la culture ne rapporte pas, donc pourquoi la mettre en avant? Oui, puis c'est vrai que, comme tu disais, il y a, mine de rien, il y a de plus en plus de salons avec plein d'auteurs. En fait, il y en a trop, même un passionné de lecture. En tout cas, moi, j'en suis une, j'essaye de lire beaucoup, mais de chroniquer un maximum d'auteurs, mais ça devient l'enfer. C'est juste impossible. Par exemple, je reçois pas mal d'appels d'auteurs auto-édités, beaucoup de plus en plus, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout lire avec les éditeurs, les comptes d'éditeurs, les comptes d'auteurs, les auto-éditions. Toutes les Ouais, semaines, il y a des centaines de parutions. C'est infernal, en fait. Même en tant que lecteur, on est noyé, mais complètement. Oui. C'est délirant. Oui, oui, on ne ouais. sait plus enfin, quoi choisir, ni où va être la qualité, on ne sait plus comment faire pour discerner enfin, le bon du mauvais, ou voilà, de ce qui nous correspond du moins. Mm. Oui, c'est ça. Tu sais plus très bien. Parfois, tu as beau lire le résumé ou voir la couverture, mais effectivement, ça suffit pas, hein, c'est ça. Il y en a beaucoup. On a My Costume Network qui nous écrit et pourtant la France est son exception culturelle. On la vend partout dans le monde, mais on n'est pas foutu de la sauvegarder. Ah non, la culture, française, j'ai mal à ma France de le dire, mais on fait ça fait un certain temps que
on est pointé du doigt en disant vous êtes pas utile, vous rapportez pas assez. Oui, complètement. Complètement, puis c'est très très formaté en fait. Ce qui sort dans les médias, j'allais dire, classiques et courants, que ce soit du TF1 ou des journaux plus communs, tout est formaté en fait. Ce qui sort, c'est tout la même chose. Tout ce qui sort du cadre et du cadre imposé par l'État pour la culture n'a pas le droit d'exister et n'existe pas. Et nous, il se trouve que si on est dans la fantasy, on est en Mais dehors du cadre. Donc voilà. oui, on est je suis d'accord là-dessus, on est très très formaté. Ouais. Et non seulement formaté, mais en plus ça m'énerve. Allô? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai peur. C'est bon. Non, j'ai eu peur. Non, et sur ce qu'on voit et ce qui est le plus vu, c'est médiocre. La télé-réalité, des trucs comme ça, mais ou même la ou même la musique. Quand tu me dis que quand il y a, je sais plus comment elle s'appelle, le gouvernement qui met en avant en termes de culture Aya Nakamura, j'ai pété un plomb. Je me suis dit: «Quoi?» Culture, oula. Oui, 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 c'est sûr que, disons qu'elle met pas en avant la langue française. On sent bien qu'elle maîtrise déjà pas, enfin tout ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle met pas non mais qu'elle marche ou pas, tant mieux pour elle ou pas, mais Oui. représentante de la culture française? Non! Non! On va dire que la culture, alors, elle est très très limitée, hein. Non, Je ne sais pas de quel point de vue il se base pour ce genre de rôle, mais le succès, ce que ça rapporte, c'est ça. les ce qui est, la musique commerciale n'est pas forcément bonne. La musique commerciale est ce qui rapporte mais Par putain, rapport c'est à ça, moi, triste à dire, quoi. oh, pardon. Ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était le groupe Chaka Ponk, qui est français à la base, mais qui Oui, chante Oui, principalement en anglais, espagnol et un petit peu de Mmh. français, oui. qui en fait, Et qui mélange tout. qui mélange un petit peu tout, qui s'était royalement foutu de la gueule du gouvernement, qui les avait nommés chevaliers des arts et métiers, en mode oui, vous êtes bien sympa avec votre décoration, mais on ne représente pas la culture française en fait. complètement et je suis tout Et à fait là-dessus, d'accord. j'avais bien aimé leur manière d'agir en disant c'est tellement la dèche que dès qu'il y a un groupe qui a un petit peu de succès, qui est français, on le nomme, on le catapulte chevalier des arts et des lettres, c'est pas rien quand même. Ouais, Ben, Et sans recherche derrière par rapport au travail presque, je veux dire. oui, Ouais, c'est c'est juste avec leur notoriété, c'est tout. ouais, Il mais y a bon, un Chaka Ponk, costume. ce sont vraiment des auteurs. Enfin, Chaka Ponk, c'est fantastique ce qu'ils font. Au niveau créativité, au niveau musical, c'est juste énorme. Hein. il y a un autre Mmh. groupe français qui marche comme ça, un peu à la Chaka Ponk, pas le même style de musique, mais qui parle maintenant, c'est Caravan Palace, Oui. Oui. qui est français, qui font toutes ces choses en anglais aussi et qui ont fait un tout nouveau style de musique qui est de l'électro swing, ça fonctionne du tonnerre, mais On a aussi il y a My Costume Network qui a mis: «Malheureusement, c'est un cercle vicieux. On produit ce qu'on pense que le public attend et du coup, le public n'a que ça à regarder, écouter». Et elle rajoute: ouais. «Et Gojira ils sont de chez moi». Voilà. Et après, c'est vrai que c'est vraiment un cercle vicieux. On se dit: «Ah bah tiens, produire telle chose, ça va permettre que j'ai un peu de succès et du coup, forcément et cetera». Dès que tu sors un peu des cadres directs, dans la musique, en tout cas, j'ai l'impression, tu tombes directement dans la catégorie des, marginaux plus plus. Mmh. Moi que j'adore en marginaux plus plus, tu as les Fatal Picard, tu as Oui, aussi Oui. Ultra Vomit, Oui, 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 Ultra oui. Vomi, très connu aussi. oui, qui d'ailleurs j'adore. C'est pareil. en parlant de Gojira a fait un mix qui s'appelle Calogera. Ah! Une version métal de Face à la mer qui est magistralement drôle, D'accord. mais c'est des indépendants. Ils ont une petite communauté qui tient beaucoup à eux, mais au niveau du nombre de ventes, c'est pas ça, quoi. Mais ils arrivent à Oui. survivre parce qu'ils ont une communauté qui est tellement spécifique de niche que, c'est des gens qui vont revenir, qui vont aller à leurs concerts et cetera. Bah, c'est vrai que moi, je rebondis un peu dessus. Moi, j'adore aussi ces groupes. J'écoute beaucoup de métal, par exemple, et bah, on le voit, hein, c'est Moi aussi. en France, voilà. Moi aussi. Super. Ça se vend moins. Ça se vend moins, clairement. Voilà, ça se vend même beaucoup moins
quand vous allez voir en tout cas des groupes pourtant en concert, du Nightwish, clairement ça amasse du monde et pourtant ils vendent moins que plein d'autres artistes en tout cas qu'on met plus en valeur. Moi, c'est plus celtique. Mais... ouais. Ah Oh, oui, les deux. Moi, je suis ouverte à tout. Moi, le Et folk, puis, Moi, les- j'aime bien le métal symphonique, donc Nightwish, Epica et compagnie me parlent beaucoup, mais Alors, ouais, si j'aime tu bien veux, le Gravomix en même temps. je vais t'en donner un métal symphonique français, peu connu et pourtant génial, c'est Peter Crowley. Ah, je connais pas. je connais pas. connais Peter pas. Crowley, c'est de l'épique symphonique. Il n'y a pas de parole, dans la 90%, mais c'est de l'épique. Pour écrire, je vous le conseille. Ces musiques sont géniales. Je vous Ah ben, je vais enverrai un écouter livre. parce Tu que pour nous le coup, voilà, tu Crowley. nous enverras. Peter je veux Crowley, bien écouter. il fait dans le style. vais C'est noter. vraiment de l'épique qu'on pourrait écouter dans des films ou dans des trucs comme ça. Mais plus. Franchement, c'est Ah, c'est génial. Thomas Bon, bah, c'est Bergesen n'est noté. pas mal du tout dans le genre pour écrire ou pour sculpter. C'est très Oui. sympa, mais c'est beaucoup moins métal. Et Wintersum, pardon, si vous cherchez de. Ah, je connais pas ça. Je connais. Ouais, Oui. Wintersum qui est très sympa pour sans parole, pareil. Ouais, on a plein de choses. Oui. Ouais, moi j'ai un petit compositeur français aussi que j'apprécie d'écouter et qui me fait mes musiques d'ailleurs pour mon défilé qui malheureusement a été annulé, donc on trouve une autre solution pour 2022. Ouais. Et du coup c'est Light Elf Music. Pardon. Je connais pas. Donc Je connais pas. c'est vraiment. Au pire on se partagera tous les petits liens. Ouais. Ouais. Vous les partagez, ouais. c'est marqué où? Parce que je cherchais du coup Peter Follet et j'ai dû l'écrire comme un pied parce que je tombe sur une Alors, recette de cupcake. Alors, Peter, P-E-T-E-R, Ouais, ça, je l'avais. C-R-O-W-L-E-Y. Crowley. C-R-O. Ok, d'accord. Oui, donc oui. Vous Non, mais pouvez- j'avais. Où c'est qu'on peut Forcément. aussi partager? Et il a fait énormément d'albums. Si tu veux un titre de Peter Crowley qui est bien, Mark Tavern Fortnite. Allez, ben, je me mets ça. Ça va être. C'est en découverte. Exactement. C'est parfait. Il y a My Costume Network qui nous a noté aussi d'autres petits groupes. Riggers, Selkilt. Ah, celle Kilt, excellentissime. Je les ai ratés à Echo et Merveille. Je suis trop triste. Ah, Echo et Merveille aussi, ça me manque. J'espère que ça va être j'avais- pareil l'année prochaine, hein. J'ai gardé mes places là. Pareil. Moi, je vais voir de sites. J'ai- Alors Ben, moi, je voulais y aller, mais je voulais y aller aussi en tant qu'exposante. Et malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps de faire ma demande. Donc bon. Et je suis allé il y a 2 ans en tant qu'exposant et il y avait Fun qui passait, le groupe Fun. Ouais, Fan j'adore, de on va les ce voir. groupe, c'est un groupe. Oui. Et En stand. ce que j'ai trouvé par contre dommage par rapport à Echo et Merveille, c'est qu'ils faisaient payer les exposants aussi pour aller voir le Ah, concert. Oh, c'est dommage. Il y avait des petits Ah, bah non, réducs, mais mais- effectivement, on payait aussi, ouais. Et du coup, je suis allé en secret. J'avais pas l'argent, j'étais trop fan de Fun, je suis allé secret avec mon masque, avec tous mes trucs médiévaux. On a My Costume Network qui a écrit Y penser a fait une vidéo il y a quelques temps où il disait aux gens de chercher sur les pages jamais regardées pour découvrir des nouvelles choses. Et finalement, c'est ça la question. La curiosité, la plupart des gens va s'arrêter au plus connu sans chercher plus loin. C'est ça. Il faudrait presque investir dans créer une association avec, je sais pas moi, une fois par mois, un petit événement live pour présenter un créateur, un auteur. Ce serait intéressant. C'est vrai que malheureusement, quand on n'est pas connu, et que vous n'avez aucune visibilité, ni crédibilité, ni reconnaissance, bonne chance pour se faire connaître à un public qui pourrait nous aider. My Costume Network dit je suis en train de le faire. Bah écoute, n'hésite pas à nous contacter, hein, ça peut être intéressant aussi pour nous. bah oui, On est beau, fort, intelligent et très gentil. c'est ça. C'est un résumé modeste, correct, je modeste. trouve. Avec les Oui, accords mais au ça, féminin. toujours. Oui. Elle nous répond Évidemment. oui, avec plein de yi. C'est trop mignon. Voilà. Non, mais n'hésite pas, ça peut être intéressant du coup, voilà, de faire un petit événement je ne sais pas combien de temps tu projettes de faire ce genre de choses, et puis de présenter peut-être plusieurs personnes ou une seule selon son activité. Ça peut être une idée, ça peut être sympa. Se rendre disponible et puis. Bah, par Et puis exemple, faire moi j'ai découvrir. un live sur le groupe Les Mordus du Fantastique sur Facebook, vous en faites peut-être partie. Et j'ai un live mardi soir en fait pour me présenter justement à 18h15, je crois ça débute, ça va peut-être durer une petite heure.
Mais voilà, c'est ce genre de choses qui sont aussi importantes, en fait. D'aller se présenter au public et dire qu'on existe, en fait. Mordu du fantastique, t'as dit? Ouais, les mordus du fantastique. Ah, je le Allez, trouve hop. pas. Pour les textes ou c'est plein de trucs? Alors, les mordus du fantastique sur Facebook, c'est... déjà, il n'y a pas de publicité. pas- Alors, c'est vraiment des gens qui font des retours sur les livres, sur les choses comme ça. Je me demande si Je tu peux m'y as regarder. pas invité ou... Ça s'écrit comment? Par contre, moi j'ai marqué les mordus du fantastique. Ouais, j'ai pas attends, il y a peut-être Paul Lé, hein. Ça s'appelle Mordu du fantastique. Donc, Mordu, M-O-R-D-U-S, et 2 fantastiques. Mordu 2 fantastiques. Ah. D'accord. Voilà, il n'y a pas le lait. Par contre, je suis Bien vraiment isolé. désolé de vous couper, mais on va devoir libérer la scène pour le suivant. Quoi? Oui, pas de souci. Mais si vous voulez continuer l'échange, je vous invite à prendre un de vos salons et à continuer l'échange dedans sans aucun souci. Ça peut être intéressant aussi. Mais en tous les cas, merci à tous. C'était vraiment très agréable et j'ai passé un Oui. très bon moment. Ouais, de Merci même. à tous ceux qui ont posé des Non, questions et aux autres intervenants parce que vraiment, moi, j'ai passé un vrai bon moment. Il y a My Costume Network qui a mis si j'ai du monde, j'espère une fois par semaine avec l'arrêt des événements, j'essaie de réfléchir à des solutions online. Et elle nous met aussi merci à vous. Donc merci aussi d'avoir participé. Merci. Et puis si vous voulez, ouais, on se met dans un channel. Si vous voulez, alors il y a le coin détente aussi qui est disponible actuellement. Donc Ah oui. comme Ben, vous moi, je vais voulez. vous laisser parce que mes enfants vont manger. En fait, j'ai des enfants, donc il Ouais. faut que j'aille faire manger mes enfants. Je suis désolé. Ok, non mais il n'y a pas de Mais souci, mais après on peut se retrouver durant la journée. Hein. oui, il Oui. n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, Moi, je c'était très serai dispo plus tard dans la journée aussi. Je vais vous laisser. Mange bien tes enfants et puis très bonne journée à vous. C'est important. C'est important de bien les manger. Bonne journée à tous. Merci. Et bonne journée. Et Bonne journée, au retrouvez-nous revoir. sur nos stands. Au revoir. Oui, c'est ça. Ciao. Tchuss.